Toi, t'es quand même assez anti-bullshit. Tu dis anti-bullshit, mais un de mes slogans personnels, c'est « no bullshit ». Une des choses qui m'a marqué, c'est la facilité à laquelle on peut entreprendre ici et la facilité à laquelle les gens se prétendent experts. Ça, là, Max, c'est un cheval de bataille. En fonction de ces éléments-là, qu'est-ce qui est une menace pour ma business à court terme, à moyen terme, à long terme? Toi, tu veux vraiment qu'on te définisse comme un coach d'affaires? C'est vraiment le terme que tu aimes le plus. Tu le sais, tu fais exprès. J'haïs le terme coach d'affaires. Dans les derniers 2-3 mois, j'ai jamais eu à autant intervenir auprès d'entrepreneurs qui sont comme au bout du rouleau. Le prochain livre qui va suivre, ça sera mon dernier livre d'affaires. Pour réussir en business, soyez professionnel. Compris? Merci de nous suivre. On s'abonne, on like, on commente. Je suis Eugénie Delay. Et moi, c'est Max Pezzetta. On est les cofondateurs de l'agence web My Little Big Web. On est situé à Montréal et spécialisé dans tout ce qui est marketing web et conception de sites web. Avec Secret d'entrepreneur, nous mettons en avant des entrepreneurs qui nous partagent leurs succès et leurs défis sans langue de bois. Si vous découvrez notre contenu pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous envoie de la force et surtout, ça vous permet de ne rien manquer de nos prochaines publications. Vous pouvez nous suivre sur votre plateforme préférée, soit en vidéo sur YouTube ou bien en audio exclusivement sur Spotify ou Google Podcast. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je rencontre Alexandre Vézina. C'est un auteur québécois de plusieurs livres, dont un que j'ai lu qui s'appelle Marqué au fer rouge. Il m'avait contacté sur LinkedIn justement pour m'offrir son livre. J'ai adoré et je me suis dit qu'il fallait absolument que je rencontre ce gars parce qu'il a dû rencontrer peut-être 800 à 1000 entrepreneurs. Donc clairement, il avait sa place dans le podcast. On a parlé de plein de choses, autant intelligence artificielle, entrepreneuriat évidemment, les valeurs qu'il faut avoir quand on veut se lancer en affaires ou conserver son affaire, la remise en question, la fiabilité, le professionnalisme, bref, c'est une interview qui est quand même assez longue, c'est une discussion qui est assez longue, mais honnêtement, j'ai dû me forcer pour l'arrêter, tellement que j'aurais pu le garder encore 1 heure de plus, donc j'espère que ça va vous plaire. Je veux juste préciser en fait, ce qui a fait qu'on se parle aujourd'hui, c'est que j'étais en vacances dans le sud et tu m'as envoyé un message sur LinkedIn en disant salut Max, de temps en temps, 1 fois par mois, 1 fois par semaine, je sais plus, je choisis quelqu'un dans mon réseau et je lui propose de lui offrir un de mes livres. J'ai trouvé l'approche assez originale et j'ai regardé, j'ai cliqué sur le lien, j'ai regardé tes livres et donc il y en avait plein, il y en avait un où je me suis dit, j'ai envie de prendre celui-là, mais je sais pas si je vais aimer le lire, ça s'appelle C'est de ta faute. Je fais, ok, lui, je suis pas sûr. Marqué au fer rouge, j'étais là, ok, je sais pas du tout. Et au final, j'ai choisi Marqué au fer rouge et tu m'as dit que tu me le livrerais et il est arrivé plus vite qu'Amazon. Je suis rentré de vacances, il était dans ma boîte aux lettres. Je disais, mais il l'a fait, quoi. Et du coup, je l'ai lu assez rapidement parce qu'en fait, ça se lit vite. Hein, c'est des témoignages d'entrepreneurs qui ont revendu leur entreprise et un peu les galères qu'ils ont pu avoir. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que justement, ça fait un peu écho à ce que je te disais tantôt quand je te disais voilà, nous les entrepreneurs, notre travail, on le fait même sans s'en rendre compte, on se met beaucoup en avant, puis on va souvent montrer la destination, le résultat final, sans parler de toutes les galères qu'on a pu avoir. Et là, je trouvais ça bien parce que dans ton livre, ça montre vraiment les gars, ils se remettent quand même pas mal en question. Ils expliquent, il y en a même que je connais dans ton livre justement, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Mais avant de te poser des questions sur ça, moi, la première question que je veux vraiment savoir, toi, t'es plutôt chocolatine ou croissant? Très bonne question. Je sais, c'est l'une des meilleures, donc je la pose tout de suite. Mais absolument, je suis plus croissant. Ok. Chocolatine, j'en achète plus pour mon garçon. Okay. Lui, je sais, puis ma conjointe, c'est plus croissant pâte d'amande. Ouais, croissant aux amandes. Ouais, moi, j'adore aussi. Puis ma fille, c'est rien de tout ça. C'est vrai? Pourquoi? Elle avait une gaufre avec de la crème fouettée, mais des pâtisseries, c'est comme ça. Non, j'aime pas ça. En tout cas, gêne-toi pas si jamais tu veux quelque chose, ça fait plaisir. Justement, moi, l'une des premières questions que j'avais, c'est est-ce que tu t'es mis à écrire des livres avant d'entreprendre ou après? Comment ça s'est fait le processus? Après. Après, ok. Moi, au début de ma carrière, j'ai aidé beaucoup de personnes à démarrer des entreprises. Ok. Fait que je pense dès que j'ai eu 23 ans à peu près, j'étais engagé pour donner des cours puis du coaching, de faire l'accompagnement, mais au pré-démarrage d'entreprise. Ok. Puis j'ai monté une équipe pour pouvoir faire ça, etc. Puis c'est comme 800 personnes que j'ai aidé à démarrer des entreprises au sud de Québec, dans la région de Lévis, Chaudière-Appalaches, dans ce coin-là. Et
au fur et à mesure, ben là, tant qu'à côtoyer les entrepreneurs, j'étais en charge de d'autres programmes aussi pour aider les entrepreneurs à se développer, prendre l'expansion, puis bon. Puis au fur et à mesure, tant qu'à les côtoyer, ben, pourquoi pas? Je me sentais riche à ce moment-là. Fait que j'avais quand même pas mal d'argent. Je me suis mis à investir dans certaines petites entreprises de mes anciens clients qui étaient devenus plus grands, qui voulaient continuer à progresser. Fait que ça a été comme un peu le début de mon vrai côté entrepreneurial, tu sais, de basculer finalement du côté qui la personne qui aide des autres à devenir entrepreneur. À quel âge du coup? Parce que 23 ans, c'est quand tu as commencé, mais ensuite tu t'es lancé en entrepreneuriat à quel âge? Peut-être 4 ans plus tard, tu sais, à partir de 2011, là, je me suis mis à investir, à faire de la consultation aussi à ce moment-là. Puis j'ai commencé à écrire des livres pour répondre finalement à ta question en 2015. Fait qu'il y a eu quand même plusieurs péripéties, plusieurs bons investissements et apprentissage à la dure, la vraie business. T'sais. Puis moi, c'est vraiment ça qui me motivait à partager. On en parlait tantôt. L'envers de la médaille, l'envers du décor, la réalité. Pas juste le succès, mais tout ce qui amène là, puis tous les défis qui viennent avec. Fait qu'on a un défi au Québec, surtout, puis c'est notre responsabilité, je pense, en tant qu'entrepreneur, de déglamoriser aussi l'entrepreneuriat. Montrer c'est quoi réellement, les vraies concessions, les vrais sacrifices. Puis c'est pour ça que le premier livre que j'ai rédigé s'appelait « Enfin les vraies affaires ». J'ai vu ça. Donc, short and sweet, une page, un truc, un aspect pour des petites entreprises qui veulent pas niaiser, qui ont pas le temps de lire vraiment non plus. Fait que ça a été vraiment comme mon baptême au niveau de l'écriture de mon premier livre. Puis après ça, bon, suite au succès avec la maison d'édition, ben là, comme on a un deuxième, un troisième. Puis là, ben, tant qu'à écrire un livre par année tout le temps, ben, on continue dans cette veine-là, mais toujours avec le souci de partager des astuces pratico-pratiques, concrètes, puis de parler de la vraie business. Des vrais défis, des vraies concessions, des vrais sacrifices. Toi, t'es quand même assez anti-bullshit, finalement. Ah, tout à fait. Écoute, moi, tu dis anti-bullshit, mais un de mes slogans personnels, je veux dire ça de même, c'est « no bullshit ». On dit ce qu'il y en est de la bonne façon. Des fois, je dis à la blague, la merde enrobée dans un beau papier d'emballage, ça reste de la merde. Fait que c'est exactement ça. Fait qu'il faut parler des vraies affaires, finalement, puis avec les entrepreneurs, parce que sinon, quand on glamorise finalement le tout à la Instagram, mais qu'est-ce qui arrive? Mais les gens pensent que c'est ça. Exactement. La business. Puis quand ils se mettent les deux mains dedans, là, les lunettes roses, ils prennent le bord quand même assez rapidement parce que avec tous les défis, mais c'est là qu'on voit la pression. Puis souvent, ce que je répète, Max, c'est que dans la business, l'entrepreneuriat, c'est une belle découverte de soi. De notre potentiel, de nos talents, mais en accéléré, parce qu'on est confronté à plusieurs défis, plusieurs situations. Puis c'est quand on est confronté qu'on voit notre vrai visage aussi. C'est ça, c'est que moi, tu vois, j'ai fondé My Little Big Web avec ma conjointe en 2013 et c'était la première entreprise qu'on fondait. Avant, on travaillait chez Microsoft, donc c'est même pas une référence, puisque Microsoft, c'était même pas à l'époque, moi je considérais que c'était une ville, enfin c'est immense, il y a des budgets énorme et nous on s'est dit tiens on va faire une agence web un peu comme Microsoft. Non mais voilà, pas d'ambition quoi. À force d'être au contact des entrepreneurs, déjà j'ai découvert ce que c'était que l'entrepreneuriat au Québec et une des choses qui m'a marqué c'est effectivement déjà la facilité à laquelle on peut entreprendre ici et la facilité à laquelle les gens se prétendent experts. Ça là, Max, c'est un cheval de bataille. Continue. Vraiment. Je me suis dit, waouh, ok, fait que toi, t'es expert. Nous, en France, t'es expert au bout de 10 ans. Et encore, voilà, t'as intérêt à faire attention parce que quand tu te proclames expert, vaut mieux connaître ton affaire. Ici, les stagiaires sont experts marketing web. Alors, il y a beaucoup d'ego là-dedans. C'est un titre, évidemment. Mais d'un côté, au début, je me disais, j'essayais de voir le côté un petit peu, on va dire, coaching, loi de l'attraction ou quoi. Je me dis, à se proclamer expert, ils vont peut-être avoir une espèce de confiance en eux et du coup se comporter comme des experts. Et du coup, je suis parti loin. Non, pas du tout. C'est juste, voilà, on dit qu'on est expert puis on assume complètement. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup surpris. Ici, je trouve qu'à Montréal, au Québec, c'est vraiment, on m'avait prévenu avant, j'ai eu envie de venir vivre au Québec quand je vivais en Australie. Donc, tu vois, juste à côté. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller voir les voisins. Et on m'avait prévenu que c'était vraiment une région très propice à l'entrepreneuriat, à la PME. Mais
Mais quand je suis arrivé ici, j'ai aussi dû étudier un petit peu la culture et l'histoire, parce qu'en tant que Français, je dois un peu savoir où je mets les pieds, comment je vais me faire accueillir, la différence entre Montréal, Québec et le reste des régions, la perception des choses. Puis il y a qu'à voir quand il y a des élections d'ailleurs, on voit tout de suite les couleurs, elles sont très différentes entre Montréal et le reste. Et j'ai discuté avec des anglophones qui m'expliquaient aussi les choses, comme notamment, il y en a un qui me disait, tu sais, l'entrepreneuriat au Québec, c'est assez récent. Il parlait de 150, 200 ans, en me disant que avant, c'était les anglophones qui détenaient les entreprises, les usines. Voilà, exactement. Et que les Québécois étaient des employés, ouvriers, etc. Et que finalement, ils n'ont eu accès à l'entrepreneuriat vraiment depuis peu. Et qu'il y avait de fait une faible éducation entrepreneuriale, financière, etc. Et du coup, forcément, je voulais poser la question de savoir si cette personne, ce qu'elle m'avait dit, tu confirmes ou pas? Je confirme. Ouais. Mais tu sais, c'est pas compliqué. L'aspect culturel est super important en business, mais c'est vrai partout. Tu sais, les Américains, tu sais, les think big, etc. On l'a pas ici, ça. Non. OK? C'est clair. Ici, la culture, même, tu sais, il reste encore des petits bouts, je veux dire, même de la religion catholique, puis d'éducation religieuse des années 40, 50, 60, qui restent quand même. Et qui disent que l'argent c'est pas bien? Ben, l'argent c'est mal, l'argent c'est sale, etc. Il y a cette philosophie-là aussi qui vient avec ça, puis on a beaucoup d'artisans au Québec. OK, ouais. Beaucoup d'artisans qui se créent un emploi, développent un peu leur entreprise, mais en fonction de leur expertise. La vraie expertise, pas l'autoproclamée, là. Puis, au fur et à mesure, mais ils sont comme limités parce qu'ils n'ont pas tant d'ambition, ils veulent pas nécessairement aller ailleurs, etc. Ils veulent juste faire la job. Mais justement, je te coupe parce que tu as dit je voudrais voir la différence pour toi entre se créer un emploi et créer une entreprise. Parce que tu dis à un moment je sais plus où j'ai vu ça sur ton site, où tu dis que 95% des entreprises au Québec ont moins de 5 employés. Même pas, moins de 10 employés. OK. La statistique officielle, finale, je m'en rappelle plus, mais c'est au moins 75% qui ont moins de 5 employés. Fait que finalement, ils se sont créés une business ou ils se sont créés une job? Il y en a beaucoup qui se sont créés une job parce qu'ils ont un métier, ils veulent plus travailler pour quelqu'un d'autre, donc ils travaillent pour eux. Ouais. Puis au fur et à mesure, avec un succès qu'ils peuvent avoir, ils continuent à rajouter quelques personnes pour venir supporter leurs propres initiatives. Ouais. Donc ça, c'est un type de business, une micro-entreprise, mais rattaché sur l'artisan, sur l'artiste. OK? Tandis que quand tu veux développer une vraie business, un peu comme toi, oui, tu peux avoir l'expertise, mais ta job, c'est de monter un système pour faire en sorte que tout le monde puisse travailler à ce niveau-là et de partager les connaissances et l'expertise avec l'ensemble pour plus que ce soit toi la vedette, mais que ce soit l'entreprise qui propulse avec l'ensemble, avec le développement. C'est ce qu'on m'a dit. Tu vois, pas plus tard que dimanche, je parlais avec un investisseur qui m'a posé la question, est-ce que tu travailles dans ta business ou sur ta business? Et j'ai tout de suite évidemment compris pourquoi il me demandait ça. Et c'est vrai que toi, tu accompagnes des entrepreneurs depuis hyper longtemps dans la création d'entreprise. Donc ça veut dire qu'au départ, il n'y a pas encore d'entreprise. Moi, on parle d'éducation financière justement, donc finalement quand on parle de bâtir une entreprise, il y a de la méthode, voilà comment on fait ci, voilà comment on fait ça. Enfin, il y a 1 milliard de choses à voir entre le recrutement, les ventes, le marketing, etc. Finalement, ces gens-là, quand ils viennent te voir, c'est quoi leur mindset? C'est-à-dire qu'ils veulent finalement, est-ce qu'ils veulent se créer une job? Ils veulent vraiment partir une entreprise? Ils voient pas la différence entre les deux et tu dois leur expliquer. C'est jusqu'où va l'éducation que tu leur apportes? Il y a 2 éléments, juste pour redresser un peu. Au début de ma carrière, je faisais beaucoup de démarrage d'entreprise. Maintenant, je n'en fais plus. OK. J'accompagne uniquement les propriétaires d'entreprises qui sont vraiment en croissance, en développement, en croissance. À partir de combien de chiffre d'affaires employés? Comment tu le mesures? Moi, je le vois plus en termes de chiffre d'affaires et d'employés. OK. Donc, tu sais, pour que ça vaille vraiment la peine pour aller chercher un accompagnement stratégique au niveau de la croissance, tu sais, il faut avoir au moins 1 million de chiffre d'affaires. Pour que ça vaille la peine. Mais là, après ça dépend du domaine, des sphères d'activité. Mais le sweet spot, là, c'est de commencer à partir de 5 employés. Puis avec un entrepreneur qui a le mindset de dire, je veux développer mon entreprise, là, je commence à trouver ça intéressant. Tu sais, moi, le sweet spot, c'est de 5 à 20. Puis le pourquoi, c'est souvent les propriétaires d'entreprises qui sont laissés à eux-mêmes.
Moi, je les appelle souvent les négligés, les oubliés du système c'est québécois. Okay? Parce qu'on mise beaucoup sur, avec Investissement Québec, etc., sur les plus grosses, pour leur donner tout le coup de main, le financement, les experts. Après ça, les très petites qui démarrent, mais l'entre-deux, qui les aide? Je l'ai constaté ça à chaque fois que je vois des gens qui ont, j'ai des amis qui ont par exemple, qui ont des agences qui font peut-être 10-15 millions de chiffre d'affaires, donc plus gros que nous, et qui me parlent de subventions de ci, de ça, on parle de CGI, on parle de... Et moi, quand je vais voir, non, ça marche pas. Puis je me dis, mais attends, je dis pas que ces entreprises-là ont pas besoin, bien sûr que non, mais je pense qu'elles représentent pas la majorité et que les entreprises, effectivement, de 30, 35, 40 employés, nous, il n'y a pas vraiment de subventions. Il y a des subventions à $2 400. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec $2 400 de subventions? De toute façon, juste le temps pour remplir la c'est ce que j'allais dire. Chercher $2 500, c'est mieux de travailler ailleurs. Exactement. Je parlais avec une conseillère au gouvernement, justement, qui est dans les subventions PICAN et compagnie. Et elle me disait, en gros, j'ai une enveloppe. Et il me reste encore 90% de mon enveloppe, puis ça fait déjà plusieurs mois. Je dis je fais c'est dingue, pourtant c'est des subventions. Elle me dit je comprends pas. Et moi je me suis dit tu sais quoi, moi je vais en parler à mes clients, puis je vais aller chercher la réponse. J'ai eu la réponse assez rapidement. C'est que c'est tellement compliqué, il y a tellement de documents à remplir, on comprend rien, que les gens me le disent. Je leur dis tu peux avoir une subvention de 2400, 3000, 4000, et ils s'en fichent. Et je me dis attends, c'est pas possible. Vous plaignez la bouche pleine, vous. Et en gros, après j'ai compris ça, quoi, qu'il y avait une espèce de les gens sont pas motivés parce qu'ils se disent mais non, c'est trop compliqué, etc. Et je trouve ça assez dingue finalement. Oui, mais tu sais, regarde, t'es à la tête d'une petite entreprise, ok? Là, on te demande de remplir la paperasse pour les subventions, pour les chercher, exemple, un 2400, 2500 $. Toi, ton temps qui est déjà limité, t'es débordé, tu manques de ressources, puis là, on dit, il faudrait que tu passes à peu près une dizaine d'heures là-dessus. Oui. Donc, est-ce que je travaille dans mon entreprise ou je travaille pour aller chercher une subvention? C'est clair. Puis, t'as amené un point super important que je répète régulièrement aussi pour une petite entreprise, pour pouvoir se développer, puis que l'entrepreneur développe son entreprise, mais il faut évoluer. Il faut évoluer nos propres réflexes d'affaires, mais il faut faire évoluer aussi notre structure puis l'entreprise. Puis pour pouvoir le faire, ça prend quoi? Du temps et de la liberté dans ta tête. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu prennes le temps de te sortir de ta business. Donc, les opérations, souvent, quand on a les mains dedans, c'est l'approche plus artisan. Donc, tu travailles, tu es opérationnel, tu travailles dans l'entreprise. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que ma job, c'est d'aider les entrepreneurs à se mettre à la porte. Alors justement, je comprends. Donc travailler plutôt sur leur entreprise plutôt que dans leur entreprise. Exactement. Ça, c'est une notion parce que nous, chez My Little Big Web, on travaille principalement avec des petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire que oui, tu vas sur notre section client, tu vois du Banque Nationale, du Desjardins, etc. Et les gens me disent c'est impressionnant. Je dis oui, mais c'est parce qu'en fait, si je mets Jeannot, le roi du tuyau, et Sylvie, la coiffeuse, personne les connaît. Donc c'est pour ça que je les mets pas sur ma section client. Par contre, quand j'écris Banque Nationale ou etc., tout le monde connaît. Ils disent ok, s'ils ont travaillé avec eux, c'est comme un gage de qualité. Mais en réalité, 80%, 90% de nos clients, c'est pas ces entreprises-là. Puis pour des raisons toutes simples, c'est qu'on préfère dealer avec les dirigeants. Alors à moins que le dirigeant de Banque Nationale écoute ce podcast et me dit je veux travailler avec toi Max, mais sinon regarde, non, oublie ça. Parce que si tu m'envoies Sylvie au service marketing qui sera peut-être plus là dans 6 mois, ça donne. Et puis je vais me faire virer parce que Alain, qui a repris sa job, travaillait avec une autre agence et il préfère continuer à travailler, fait que c'est très ingrat parce que mon équipe fait du bon travail. On peut quand même se faire remercier parce que pour des questions de politique. Donc nous, c'est principalement pour ça qu'on travaille avec des petites et moyennes entreprises. Mais parmi les petits, on va dire, j'ai constaté qu'il y en avait certains qui n'avaient pas encore réellement pris conscience que, par exemple, le gars est comptable, puis il est très bon en comptabilité. Et puis il aime ça. Puis là, on lui dit tu devrais créer ton entreprise. Moi, j'ai jamais compris ce conseil parce que s'il crée son entreprise de comptabilité, il fera plus de comptabilité. C'est comme quand on me dit Max, je sais pas, t'es très pédagogue, tu devrais monter, je sais pas moi, une école. Dans ce cas-là, après, je serai directeur d'école, je serai pas professeur. Et justement, donc, vu que tu parles de travailler sur la business plutôt que dans la business, est-ce que tu les conscientises au moins à ce niveau-là en leur disant par contre, t'aimes bien faire des chaises en bois et en acier forgé, tu pourras plus si tu crées ton entreprise. Enfin, tu pourras plus. Tu comprends l'idée. Ça fait partie de la game puis de la compréhension. Puis c'est pour ça que je dis, ça dépend. C'est quoi tes aspirations? Est-ce que tu veux évoluer ou non? Est-ce que tu veux continuer d'avoir les deux mains dedans ou non? Moi, j'ai déjà aidé une entreprise dans une relève familiale, c'est une ébénisterie. Et les jeunes qui reprenaient ça, ils étaient ça à coche, très bons ébénistes, etc. Mais dans la croissance, il est arrivé un moment donné que tu continuer à développer l'entreprise, oui ou non?
Parce que ça prend quelqu'un d'entre vous qui se mette en poste de gestionnaire pour pouvoir développer l'entreprise. Arrêter d'opérer. Puis là, les discussions, c'était « Ouais, non, ça ne nous tente pas de temps, puis etc. » Mais vous souhaitez-vous continuer à faire progresser l'entreprise? La réponse était oui. Fait que ce qu'on a fait, on a engagé un directeur général. Un directeur des opérations. Mais Exactement. développer une entreprise, c'est important quand même de préciser ce que c'est. Parce que développer une entreprise, pour certains, je pense que pour la plupart des gens, ça va être augmenter le chiffre d'affaires, augmenter le nombre d'employés, augmenter l'espèce de croissance. Si tu arrêtes de croître, tu décroît, ou etc. L'inertie, c'est la mort, etc. Mais en réalité, développer l'entreprise, ça peut avoir d'autres aspects aussi. Par exemple, nous, chez My Little Big Web, pendant très longtemps, on fait toujours des sites web, du référencement naturel, de la publicité en ligne et des réseaux sociaux. Sauf que on s'est rendu compte qu'il y avait certains services qu'on offre, notamment la création de sites web, qui avaient quand même certains inconvénients. On continuera toujours de créer des sites web, mais moins qu'avant parce que c'est du one shot. Contrairement à nos autres services où c'est du récurrent. Et donc là, on est en train de développer l'entreprise, mais en faisant finalement, je grossis un peu le trait, mais je prends, mettons, j'avais 10 développeurs. Bah là, tu sais quoi, il y a un développeur qui quitte, je le remplace pas. Par contre, je vais le remplacer par un responsable marketing parce que là, je viens de quitter mettons 15 000 $ par mois de ponctuel et je viens de remplacer par 15 000 $ par mois de récurrent. C'est une question de modèle d'affaires. Ouais, mais j'ai l'impression de la développer. Mais en fait, je la fais évoluer. Tout à fait. Donc, moi, j'appelle même ça, c'est plus profond qu'une évolution. Tu sais, l'évolution, c'est tu pars d'une fondation, puis tu rajoutes un étage. Mais en gardant toujours les mêmes fondations. Ce que tu es en train de faire, pour moi, j'appelle ça une mutation. Ouais, un peu, ouais. Donc, une mutation entrepreneuriale. Donc, tu regardes avec qu'est-ce que tu as, puis tu dis, OK, il y a certaines choses qu'il faut que je me départisse ou que je délaisse graduellement. Donc, ça se peut que je me coupe une jambe pour me rajouter un œil dans le front. Ouais, OK, ça, c'est une mutation. Exactement, ouais. Donc, de créer un changement, mais ça devient un changement beaucoup plus profond qu'uniquement une évolution parce que tu rajoutes des étages. Donc, ça crée des changements au niveau de ton modèle d'affaires, ça crée un changement au niveau de tes ressources, le choix, ton alignement, le développement. Donc, ça crée comme une espèce de transition vers autre chose aussi. Donc, ça, c'est une question de modèle d'affaires. Donc, la croissance d'une entreprise, c'est pas uniquement, comme tu l'as mentionné, la croissance des ventes à tout prix. Des fois, c'est des changements qui sont opérés pour pouvoir s'adapter aux nouvelles réalités, s'adapter au contexte qui est changeant, aux ressources qui sont disponibles et en fonction des tendances de la clientèle. Et de l'entrepreneur, parce que tu vois, comme par exemple, nous, ça fait 10 ans qu'on a créé My Little Big Web et entre-temps, on a eu une pandémie qui a quand même remis certaines choses en place. Enfin, ça a rebrassé un peu les cartes dans la tête des gens, des programmeurs qui se sont mis à devenir jardiniers, on a vraiment de tout. Et moi, entre-temps, j'ai eu 2 fils. On parlera après justement parentalité, parce que je sais que tu as des enfants aussi, tu me l'as dit tantôt. Je te dirais qu'à un moment, quand tu es dans la vie d'un entrepreneur, dépendamment du parcours, du succès, il y a toujours une phase de remise en question de « Attends, est-ce que je me vois faire ça encore 10 ans même si tu as traversé des épreuves et qu'aujourd'hui, voilà, clairement, aujourd'hui, je suis dans un niveau de confort que j'avais pas il y a 6-7 ans. Mais bon, avec 2 enfants, tu comprends, j'ai moins de temps, donc mon temps est plus précieux, etc. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs, j'ai constaté là avec la Covid et notamment aussi avec la pénurie de main-d'œuvre, parce que tout est un peu lié finalement, parce que la Covid a poussé quand même pas mal de gens vers la retraite, moins d'entreprises, moins d'employés, les gens commencent à changer de secteur, bref. Et toi, les entrepreneurs que tu rencontres là, justement, est-ce que t'as pu un petit peu identifier justement certaines détresses d'entrepreneurs qui se disent « Ok, les choses, en fait, elles évoluent très vite. » On va parler évidemment aussi d'intelligence artificielle. Tu as créé un petit article là-dessus justement pour parler de toi-même. Ma question, en fait, elle englobe beaucoup de questions. C'est-à-dire que je reviens sur éducation financière, capacité à s'adapter, environnement changeant, du coup, pénurie de main-d'œuvre qui fait que les modèles changent, la relation employeur-employé change, sachant que ces gens-là, enfin, je parle d'entrepreneurs, petits entrepreneurs, etc., sont pas forcément habitués à faire du management, de la gestion. Fait que là, je trouve qu'en ce moment-là, il y a vraiment énormément de choses qui se passent. Puis je te parle pas après de l'augmentation des taux et du coup, l'accès à l'argent qui est plus difficile. Fait que comment tu perçois un peu le marché entrepreneurial, du moins pour la petite, moyenne entreprise de ton bord? Ben, à la base, il y a une remise en question qu'on se doit d'avoir à peu près aux 5 ans. Donc, une remise en question profonde pour dire, est-ce que je suis encore aligné? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Un peu comme que tu l'as mentionné. Puis, ça se fait naturellement aux 5 ans. C'est là qu'on doit faire un grand ménage en même temps pour
refocuser sur l'essentiel. C'est vrai dans ta vie personnelle, mais c'est vrai aussi au niveau de ta business. Donc, il y a comme des changements profonds qui s'opèrent au courant de 5 ans qui fait en sorte que ça crée, on doit se faire une mise à jour profonde. Ça, c'est une chose. Ensuite de ça, tous les ans, on devrait se faire une réflexion stratégique. Ouais, Donc, elle fait peur, cette réflexion. tout à fait. Mais de prendre l'équivalent d'une journée, 2 journées maximum pour revenir à la base, revérifier notre plan de match, notre alignement, c'est toujours d'actualité, etc. Pas pour faire le grand ménage. Le grand ménage, c'est aux 5 ans. Mais juste pour dire, OK, là, pour la prochaine année, qu'est-ce que je dois effectuer? Quel pivot je dois faire? Quel changement je dois effectuer? Puis de valider en même temps tous les changements dans l'environnement, puis valider nos angles morts en business, puis se poser les bonnes questions, puis après ça, regarder, puis dire, OK, en fonction de ces éléments-là, qu'est-ce qui est une menace pour ma business à court terme, à moyen terme, à long terme? Et ensuite, quelles sont les opportunités générées? Parce qu'on peut voir tout le temps le verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein. C'est une question d'attitude. Donc, quand on le voit à moitié vide, mais on voit du noir, on voit juste les problèmes. Quand on voit à moitié plein, on voit les solutions, on voit les opportunités, on voit les occasions. Donc, ça fait partie aussi des éléments. Quand on se fait une réflexion stratégique, il faut regarder les menaces, mais de dire, OK, si ça arrive, comment que je me comporte? Mais les opportunités sont à saisir. Comment je les saisis? Comment je les provoque? Comment je fais pour être proactif? Parce que ça fait partie de la game. De basculer, moi je dis ça souvent, de basculer de la réactivité, être dans tes opérations, courir comme une poule pas de tête, puis bon, vers la proactivité. Donc, au lieu de réagir constamment et être obligé de s'adapter comme un peu en catastrophe, à comment que je fais pour caler les shots? Ouais, mais comment tu fais aussi pour pas confondre proactivité et spéculation? C'est-à-dire que, tu vois, parce que être proactif, ça veut quand même dire que tu as une certaine certitude, entre guillemets, que la chose va arriver, alors que quand tu spécules, tu fais un guess. Et c'est là où ça peut être difficile quand tu es dirigeant, parce que tu sais qu'une décision que tu vas prendre, si elle est mauvaise, peut avoir un impact énorme sur ton entreprise. Et les dirigeants, comme tu le disais tantôt, sont assez seuls finalement, parce que voilà, on travaille beaucoup. Si en plus on a des enfants en bas âge, on n'a pas une vie sociale énorme. On peut pas parler non plus nécessairement de tout. Alors il y a des groupes ou quoi, mais même moi j'ai constaté dans ces groupes-là qu'il y a quand même souvent une espèce de composante business malgré tout. C'est-à-dire qu'on est censé parler de nos problématiques, mais il y a quand même on n'est pas chez le psychologue non plus, donc il y a quand même une volonté de bien paraître, parce que forcément le gars qui dit qu'il est au fond du trou, on n'a pas forcément envie de l'aider ou de le référer. Mais justement, toi là, quand tu vois ces entrepreneurs-là qui vivent un peu cette solitude-là. Comme je disais, alors je sais que toi, tu veux vraiment qu'on te définisse comme un coach d'affaires. C'est vraiment le terme que tu aimes le plus. C'est ce que j'ai vu. Ouais, non, tu le sais, tu fais exprès. J'haïs le terme coach d'affaires. OK? Mais on y reviendra, ça. Mais du coup, bon, il fallait que je la place. Non, je sais, il n'y a pas de problème. Mais l'une des choses, par exemple, quand on conseille les gens, c'est que au début, on arrive avec voilà des astuces, des outils, peut-être un peu de programmation neurolinguistique malgré tout, et voilà, ils sont gonflés à bloc. La chose, c'est que il faut de la constance pour atteindre des résultats. C'est pas juste voilà, tu commences à améliorer ton alimentation. Ouais, mais là le sucre me manque un petit peu. Ouais, là le Red Bull me manque un petit peu. Ouais, mais c'est justement là. Ouais, mais là je vais pas bien. Oui, mais c'est justement là qu'il faut pas que tu fasses que tu cèdes. Sauf que toi, tu peux pas être toujours derrière eux. Et donc en fait, et même on le sait, il y a, on parle de mindset depuis tout à l'heure. Le mindset, c'est quelque chose qui s'entretient à tous les jours. C'est-à-dire que moi, j'ai bien pris conscience, si tu veux, ça a été difficile pour moi quand il y a eu l'arrivée de mon deuxième fils, parce que j'ai 2 enfants en bas âge. J'en ai un 8 mois et un de 3 ans. Donc c'est tough. Surtout quand tu as une business, puis je suis en business avec ma femme. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de congé, paternité, maternité, break, etc. Et j'ai pris conscience que si je voulais faire évoluer mon entreprise, il fallait que je savais le mindset à avoir, mais donc ça c'est une chose, le savoir, mais le faire et persévérer, c'était beaucoup plus difficile, et j'ai pris conscience, je suis allé vraiment profond. Par exemple, je me suis dit bon, il faut que je fasse du sport, mais j'ai pas le temps de faire du sport. Mais en fait, j'ai pas le temps là en ce moment. Comment je peux faire pour trouver le temps? Je me lève à 5h15 tous les matins depuis 3-4 mois maintenant, et du lundi au dimanche, parce que je me suis rendu compte que c'était encore plus difficile de le faire le lundi si je le faisais pas le samedi dimanche. Donc je le fais tous les jours, je me pose pas la question. J'ai changé mon alimentation, je bois plus d'alcool. Et c'est dur là, tous les trucs que je fais, c'est compliqué. Et par contre, ça m'aide énormément. Je vois que j'ai vraiment une baisse de stress, etc. Parce que quand tu es entrepreneur, tu sais jamais la journée que tu vas avoir. Et le pire, c'est quand tu penses, parce que tu regardes ton emploi du temps et tu te dis, ah, aujourd'hui, ça va être une bonne journée. C'est parce que je fais ça, ça, ça.
à chaque fois que je me suis dit ça, trop d'attentes, déception, Non, effectivement. mauvaise journée. Et c'est pour ça, vaut mieux pas avoir trop d'attentes. Ben c'est ça. Ça, tu peux pas être déçu. Ben c'est ça. Mais il y a une question de rigueur, Ben oui. de maîtrise, de discipline. Ouais. Puis pour avoir du succès en business, ça passe par ça. Fait que d'avoir le mindset, c'est une chose, mais il faut faire passer le mindset aux actions. Ouais. Fait que c'est pour ça que mes meilleurs clients, là, je les rencontre à tous les mois. OK. En virtuel, là, au moins une fois par mois. Tu sais, Ok. juste un 30 minutes. Ok. Des fois, c'est plus, mais juste un 30 minutes pour dire, on est-tu toujours aligné sur le plan de match? Quelles sont tes préoccupations actuelles? Comment tu te sens? Dans ta business, sont où les défis? Sont où les goulots d'étranglement? Sur quoi qu'il faut travailler? Donc, puis tout le temps dans une perspective de voici ce que j'ai fait, mais voici vers où que je m'en vais. On se reparle dans un mois. Donc, il y a comme une espèce, ça crée une imputabilité, parce que comme entrepreneur, tu es imputable de qui? Ben c'est ça, personne. De personne, de toi-même. Bah, tu peux de avoir ta éventuellement des clientèle, investisseurs, un banquier ou autre, Effectivement. mais la plupart du temps, voilà, tu fais ce que tu veux. Fait que si tu n'atteins pas tes chiffres ou tu fais pas ce que tu avais dit, ben finalement, c'est comme, c'est pas si grave que ça, c'est moi le boss. Tu sais. Exact. Donc, il faut faire attention à cet élément-là. Fait que quand on travaille avec des gens à l'externe qui nous entourent, moi, j'agis un peu comme un sounding board aussi pour les gens, pour dire, puis réaligner, puis OK. Fait que tu sais, ça crée un peu ce niveau d'imputabilité-là, puis ça crée comme une espèce de rigueur supplémentaire puis de discipline, parce qu'il y en a certains qui disent « Ah non, il faut absolument que j'atteigne ça, sinon Alexandre va me sacrer comme une claque en arrière de la tête. » Une gentille claque, mais juste pour revenir. Fait que ça crée comme cette discipline-là. Ça, c'est essentiel pour avoir du succès en affaires. C'est essentiel aussi de bien s'entourer. Donc, de trouver les bonnes personnes, des gens de confiance qui te permettent finalement de te dépasser, mais qui peut, au bon moment, tu sais, t'es sur le point de craquer ou etc., qui t'appelle? Avec qui tu discutes? Moi, j'ai plusieurs de mes clients, là, on se cachera pas, là, dans les derniers 2-3 mois, là, même si tout a l'air de bien aller, puis etc., tu sais, il y a des défis, puis l'accumulation de défis, moi, j'appelle ça des coups de 2 par 4, là. Tu sais, fait que l'accumulation, tu sais, déception, frustration, coup dur, etc., puis là, quand ça s'enchaîne, là, un après l'autre, mais tu sais, tu mets le genou à terre, puis tu as de la misère à te remonter. Fait que, moi, je peux te dire, là, dans les derniers 2-3 mois, là, j'ai jamais eu à autant intervenir auprès d'entrepreneurs qui sont comme au bout du rouleau. Et qu'est-ce qui se passe? C'était quoi l'élément déclencheur selon toi? Qu'est-ce qui s'est passé dans 2-3 mois à part des augmentations de taux? Non, c'est ça, mais c'est vraiment une accumulation, tu sais, départ de leur bras droit dans l'entreprise. C'est une petite entreprise, son bras droit s'en va, là, écoute, c'est comme... Tu avais réussi à te sortir des opérations, puis il faut que tu retombes dedans. Fait que déjà là, c'est dur. Tu sais, c'est comme comme une espèce de régression, c'est toujours des culpabilité, puis mais c'est ça. Fait que tu sais, t'enchaînes avec des employés qui rentrent pas ou qui a des défis, des pertes de gros clients, des contrats. Fait que tu sais, quand tu as cette accumulation-là, puis après ça, tu as l'environnement familial, comme tu l'as mentionné, qui vient influencer ça. Moi, il y en a un dernièrement, sa conjointe a toujours travaillé avec lui. Puis là, sa conjointe était au bout du rouleau. OK. Tu sais, comme presque burn-out en disant, c'est trop de stress pour moi de travailler avec toi dans notre entreprise. OK, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi justement tu vois, par exemple, moi, ça fait 12 ans que je travaille avec Eugénie, ma conjointe, et même des fois, on fait des podcasts, des interviews, on nous demande c'est quoi l'entrepreneuriat en couple, puis il y a des règles à respecter qui sont simples à expliquer, difficiles à appliquer, on a mis longtemps à les appliquer. J'ai l'impression que dans ton exemple, c'est ça, il y en a un qui a un peu dominé l'autre, il y en a un qui était un peu le boss de l'autre. Oui, mais tu sais, c'était pas prévu comme ça, mais avec le temps, ça s'est comme découlé de cette façon-là. Mais là, la conjointe, en regardant les risques financiers puis les décisions financières, puis tu sais, quand tu fais croître une entreprise, ben souvent, c'est le même genre de décision. C'est juste qu'il y a plus de zéros au bout. Mais c'est des zéros qui ont plus d'importance d'un côté que de l'autre. Tu sais, ça crée comme un stress supplémentaire. Puis comme cette femme-là était plus capable de prendre ce stress-là de plus. Fait que là, l'entrepreneur qui m'appelle comme un vendredi à 4h30, comme en catastrophe, en disant là, je suis comme, tu sais, puis qui me pleure au téléphone, etc. Fait que tu sais, juste pour avoir une oreille attentive, d'un, pour pouvoir comme ventiler ce qu'il vit. Pour le ramener après ça à explorer certaines alternatives, certaines solutions à court terme, comme pour mettre un placeur sur l'hémorragie, puis après ça, travailler avec une chirurgie, donc plus en profondeur pour du moyen-long terme. Il y a beaucoup de situations. Fait que, tu sais, toi, ça peut être quelque chose, un autre entrepreneur, ça peut être un autre élément qui fait en sorte que ça se transforme, puis on devient un peu plus à fleur de peau. Puis à ce moment-là, moi, je parle de gastro-entrepreneurial. Donc,
tout nous fait chier Ouais. vraiment, au global. Parce que c'est cette accumulation-là qui crée ça. Donc, faut être capable de doser, de prendre du recul, puis d'effectuer des changements dans notre façon d'opérer notre business. On ne peut plus opérer notre entreprise comme on le faisait il y a 10 ans. Ben c'est ça, et c'est un petit peu l'objet là aussi de ma prochaine question, c'est quelles évolutions t'as vues toi justement dans les 5-10 dernières années qui fait qu'aujourd'hui il y en a, on a l'impression qu'ils viennent de découvrir le monde qui vient de changer, ils viennent de sortir de 10 ans de coma, ils se sentent complètement largués. Moi par exemple, je suis dans le marketing web, donc j'ai des gens qui viennent me voir, qui ont des business, puis je dois leur expliquer l'importance de faire du marketing web, puis bon, il y a la façon de faire aussi, parce on est dans une industrie où il y a aussi beaucoup de bullshit, c'est clair. Beaucoup de charlatans. Ouais, on en revient un peu à ce qu'on disait au départ. N'importe qui peut se prétendre expert. C'est-à-dire que dans la comptabilité, il y a les gars, ils ont par exemple le CPA. Alors, ça veut pas dire qu'il est méga qualifié le gars, mais n'empêche qu'il a le CPA. En construction, bon, il a la licence RBQ. Ça veut pas dire non plus que, mais il y a quand même un minimum. Il y a un minimum de certification, de formation ou d'expérience. Puis moi, j'ai toujours dit que quelqu'un qui s'auto-proclame expert, ça part mal. OK? Puis, tu sais, les médias sociaux, il y a plein d'auto-proclamés experts. Je suis expert en ci, en ça. La vraie expertise, elle est connue et reconnue par les autres personnes. Donc, c'est pas à nous de nous considérer et de nous auto-proclamer experts. C'est aux autres de le reconnaître et c'est aux autres d'en parler dans ces termes-là. Là, après ça, quand tu as une certaine reconnaissance du milieu ou de personnes d'intérêt et crédibles, là, tu peux peut-être, dépendamment de jusqu'où va ton humilité, de rajouter à ton titre sur LinkedIn, expert ou pas. Mais pas avant ça. Ouais, non, je comprends. Pas avant ça. L'expertise, c'est des compétences. C'est de l'expérience. Donc, ça s'invente pas en rajoutant expert La sur problématique, c'est qu'on vit aujourd'hui dans une époque, et j'en parlais justement avec ma conjointe vis-à-vis de nos enfants, et on parlait de tout ce qui est dopamine, de récompense instantanée, on parlait du modèle Netflix, où moi, avant, j'expliquais que c'était quand même hyper cool d'aller au vidéoclub, choisir ton DVD, t'en prenais 3, t'en avais un ou 2, t'en avais un. Tu sais, tu choisis. Puis là, maintenant, t'es là dans ton canapé, tu regardes, tu sais pas quoi regarder. On appelle même ça maintenant le syndrome Netflix. C'est-à-dire les gens ne savent plus choisir parce qu'ils ont trop de choix, trop d'abondance d'un coup, etc. Et finalement, aujourd'hui, moi, je constate que des entrepreneurs qui peuvent dire que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils font la même chose, ça peut même être considéré comme un échec dans le sens où, attends, mais ça fait 10 ans que tu es dans la même entreprise, t'es pas ambitieux, toi. T'es pas si, c'est négatif, la constance, la rigueur, etc. Et du coup, c'est clair que si certains entrepreneurs un peu plus jeunes ou même qui ont 5 ans ou quoi sont dans ce mindset-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, avant-hier, t'avais une chaîne de boulangerie, puis demain, tu vas vendre des planches de surf. Mais c'est correct si tu veux, mais c'est que à un moment, moi, c'est ce que j'expliquais justement à ma conjointe. Je disais, aujourd'hui, moi, si tu me dis, quand je vois le manque de qualification de la main-d'œuvre et le fait qu'on les embauche quand même, moi, si je vois, avant de traverser un pont, ce pont a été fait en 2020, moi, je le traverse pas. Mais moi, j'ai aucune confiance. Moi, je vais y aller à la nage. Y a pas. Non, mais c'est parce que justement, aujourd'hui, mais peut-être que c'est moi qui prends de l'âge et je suis en train de devenir un vieux aigri, mais je me dis, aujourd'hui, quelqu'un à 2 ans d'expérience, c'est un spécialiste, puis on le prend parce que c'est déjà difficile de trouver quelqu'un qui a 2 ans d'expérience. Je me dis, mais on va où, là, d'un point de vue entrepreneurial? Mais c'est inquiétant, mais au niveau de la business, l'évolution de la business, prends juste les 20 dernières années. C'est comme fou. Comment que ça va beaucoup plus vite. Juste il y a 5 ans versus aujourd'hui. Tu le sais, tu es dans un domaine où tout change. Ouais. La façon de se mettre en marché sur les médias sociaux, sur le web, etc., c'est pas la même chose qu'il y a 5 ans. Moi, je me rappelle là, des autoproclamés experts il y a comme 7-8 ans ou de 10 ans sur le web qui, aujourd'hui, sont disparus. Il y en a plusieurs comme ça. Ça, ouais. Mais il y en a plusieurs qui ont disparu parce qu'ils sont arrivés avec une méthode X puis ils n'ont pas été capables de faire évoluer leur méthode. Donc, il y a une question d'adaptation. Une des plus grandes compétences qu'on se doit d'avoir présentement, c'est notre capacité de s'adapter à un environnement changeant. Parce que ça va perdurer. Les changements, on parlait d'intelligence artificielle tantôt, mais ça va juste s'accélérer. Moi, j'ai un bureau de notaire comme client, puis ils sont déjà dans un mindset de dire, OK, on va être remplacé prochainement. Comment qu'on pivote?
Exact. OK? Ils sont déjà dans ce mindset-là Ben oui, pour dire, faut qu'on développe notre entreprise autrement parce que d'ici 3 à 5 ans, ben, ça se peut que notre propre métier n'ait plus la valeur ajoutée. Exact. Donc, où est-ce qu'on se situe, nous autres, dans cet environnement-là pour prendre une tangente complètement différente, tandis que là, la majorité vont être frappés de plein fouet, éventuellement. OK, il y a toujours des personnes, dans chaque tendance, il y a des contre-tendances aussi. Donc, il faut explorer ces éléments-là puis dire, nous, là, comme entreprise, où est-ce qu'on se positionne? Dans nos produits, notre offre, produits, services, qu'est-ce qu'on fait? Si à part une entreprise manufacturière qui est habituée d'être dans j'appelle ça une chaîne alimentaire, là, avec tout le temps le même genre de produits, etc., mais eux autres peuvent dire qu'ils sont constants et que ça va être stable. Mais ils n'ont aucune idée, finalement, de ce qui va arriver. À un moment, cette entreprise-là, manufacturière, a vu arriver chez un de ses compétiteurs une chaîne de montage automatisée et donc, ils ont peut-être investi 3, 4, 500 000 $ dans leur équipement qui finalement est obsolète. Eux aussi, ils doivent s'adapter parce que finalement, je comprends parfaitement la douleur de sortir de sa zone de confort, notamment là, l'intelligence artificielle, on n'a pas du tout envie que ça fonctionne, entre guillemets. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui est sortie lundi où j'analyse trois plateformes, on va dire, qui proposent des services qui peuvent être concurrents à My Little Big Web. Donc, il y en a une, elle te fait des titres de vidéos YouTube, des scripts, l'autre des sites web, l'autre des logos. C'était fait exprès. Et l'objectif, c'était de voir si personnellement je me sentais menacé. La première que je vois, ça démarre bien. Je la trouve hyper bien. Et je le dis. Je dis, mais franchement, c'est pas mal. Je vais la mettre en favori. Les deux autres étaient pas terribles, mais si ça se trouve au moment où on se parle, vu que ça fait 4 jours, c'est quand même très loin, elles sont devenues exceptionnelles. Et j'explique que je vois pas ça comme une menace, je vois ça comme un outil, comme quelqu'un qui était avec sa pelle sur un chantier et qui voit arriver le tractopelle. C'est pas une menace. Apprends à conduire le tractopelle et tu verras que c'est vachement plus confortable d'être dans un tractopelle quand il pleut ou quand il neige que d'être avec sa pelle, tu vois. Et donc, l'intelligence artificielle, justement, beaucoup de gens, effectivement, en ont peur et je comprends. On est même en train, hier soir, je lisais un article comme quoi, à l'armée, ils ont fait un test avec un drone, puis en gros, ils lui donnaient des récompenses, puis en gros, le drone a constaté que l'humain, on va dire, nuisait un peu à son système de récompense parce qu'il lui donnait des contraintes et donc il s'est retourné contre l'humain. Et donc, avec la grosse photo du Terminator, machin. Bref, tout ça pour dire que de toute façon, dans tout changement, il y a toujours au départ la peur, le rejet, et à un moment, on se dit, de toute façon, c'est là, quoi. Donc, ça va être régulé, ça va évoluer, mais c'est là. Et les entrepreneurs, je pense qu'une des choses qui est difficile pour certains, c'est que au début, on se lance. C'est trop cool, c'est nouveau, on adore ça parce que voilà, c'est comme quand tu changes de job finalement, c'est génial, l'entreprise elle est parfaite, l'autre était nulle en tout point, celle-ci elle est vraiment super. Puis au bout de 3 mois, il y a un petit peu, au bout de 6 mois, même chose pour l'expatriation. Oui, puis il y a une lassitude, exactement, etc. Puis on tombe dans notre zone de confort. Puis c'est un des grands pièges, c'est de se mettre les 2 pieds sur le pouf en disant ça changera pas, ça va rester comme ça. C'est ça. Ça me tente plus de développer tant la business, fait que je continue à surfer finalement sur la vague. Puis, tu sais, on a une croissance, une augmentation, on atteint un certain plateau. Puis la problématique, quand le plateau est souhaité, puisque ça a été trop vite, c'est correct. Mais tôt ou tard, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on reste trop longtemps sur ce plateau-là, dans cette zone de confort-là, il y a une résignation qui se passe, puis il y a un déclin éventuellement. Donc, quand on le sent, là, qu'on est on serait peut-être dû pour quelque chose d'autre, c'est là qu'il faut réexplorer puis repartir. Mais la douleur, elle est là. Tu sors ta zone de confort. Et moi, ce que je voudrais dire, en fait, aux gens qui nous écoutent, c'est que quand tu te lances en entrepreneuriat, faut accepter le fait que tu vas constamment être en défi. C'est tu gravis une montagne et à un plateau, tu te reposes, mais tu vas pas rester là. Tu dois continuer de monter. Et en fait, là, moi, selon moi, oui, ça s'arrête jamais. Être entrepreneur, c'est ça. Ou alors, tu fais comme toi, tu travailles avec tes clients, tu cherches à sortir de l'entreprise. Par exemple, moi, aujourd'hui, je cherche quelqu'un pour me suppléer à la vente parce qu'il y a de certaines ventes et j'en ai un petit peu marre parce que je répète un peu tout le temps la même chose. Puis, au bout d'un moment, c'est pas que ça me plaît plus. C'est comme n'importe qui fait tout le temps la même chose, à un moment, il se lasse. Mais je vais chercher à former quelqu'un, former la relève pour continuer à perdurer l'entreprise parce que sinon, j'accepte le prochain qui me demande d'acheter mon entreprise. Et des fois, c'est tentant. D'ailleurs, on m'a proposé cette année de racheter l'entreprise d'un montant qui fait que j'ai plus vraiment besoin de travailler. Et ça, je suis très reconnaissant de la personne qui l'a fait parce qu'en plus, elle était très sérieuse. Elle a posé une offre pour vrai. Et ça nous a permis, avec ma conjointe, de casser ce fantasme qu'on se disait souvent.
ah, t'imagines si on arrivait à vendre l'entreprise X millions de dollars, on ferait ci, on ferait ça, on ferait ci, on ferait ça. Et il faut croire que l'univers m'a entendu parce qu'il m'a amené cette offre. Et quand il me l'a amené sur la table, j'ai tout de suite pensé à, déjà mes employés, dont certains sont là depuis 7-8 ans. J'ai tout de suite pensé à, mais attends, je vais faire quoi après? Et finalement, on a refusé l'offre parce qu'on s'est dit, mais non, mais en fait, ça nous intéresse pas. Le problème, il est pas là. C'est pas en ayant X millions sur le compte que ça va changer quelque chose. Non, mais on vient à nos motivations profondes. Exactement. À nos aspirations. Mais tu sais, une entreprise, moi, je dis fréquemment que c'est un moyen pour parvenir à nos fins. OK? Parce que il y a peut-être une autre entreprise, il y a d'autres opportunités, il y a d'autres choses. Fait que souvent, une entreprise, il faut la vendre lorsqu'elle n'est pas à vendre. Donc, exactement. quand il y a des opportunités, etc. Bon, ça, c'est une chose. Mais après ça, une fois que tu viens reclarifier tes aspirations, qu'est-ce que tu veux, etc., si ton entreprise fit encore avec ça, ben, tant mieux. S'il y a d'autres choses, ben là, ça peut être tentant d'aller explorer d'autres avenues puis d'autres choses au niveau du développement. Fait que, tu sais, ça fait partie aussi de cette recette-là. Mais il faut avoir la volonté, comme entrepreneur, de comprendre que quand on joue la game de la business, on peut pas décider nécessairement de l'arrêter n'importe quand. Non. On peut, mais ça veut dire qu'on se sort de l'entreprise, qu'il arrive d'autres situations. Mais dire, OK, jusqu'où? Tu parlais de la montagne à gravir. C'est comme, je suis même pas sûr c'est une montagne. Moi, je pense, sérieusement, là, spontanément, j'ai jamais utilisé cette analogie-là, mais moi, je pense spontanément qu'une business, c'est un escalier roulant. Tu sais, l'escalier qui permet, bon. Mais attends, roulant vers le haut ou vers le bas? Parce que dans ce cas, t'as juste à attendre et tu vas monter. Vers le bas. OK, c'est ça. Mais toi, t'es là pour le monter. Ouais. Donc, ça nécessite des efforts. Puis si tu arrêtes, c'est ça, tu redescends. Le marché te rattrape. Le statu quo n'est pas une option là-dedans. Fait que faut tout le temps que tu sois en progression. Mais quand tu penses que tu arrives en haut, puis tu décides de t'arrêter, mais finalement, tôt ou tard, tu vas redescendre. Ouais. Donc, c'est comme un never-ending, tu sais. C'est ça. Ça se poursuit continuellement. Mais tant que tu as le goût, tu veux, tu as le bon mindset, tu es bien entouré, tu as la bonne équipe, tu as le bon environnement familial, mais là, tu as quand même une bonne recette pour dire « Hey, écoute, ça me tente encore de monter. » Ouais, c'est ça. Et mais ça va vite. C'est clair. Et puis, t'as les nouveaux qui arrivent. Par exemple, je sais pas, moi, tu vas avoir des concurrents qui arrivent avec une nouvelle manière de faire, des nouvelles technologies. Ils sont plus jeunes, ils ont pas d'enfants, ils ont plus de temps, ils ont plus si bref, toutes les excuses du monde pour dire qu'en gros, ils sont avantagés. Bien que tu l'étais aussi quand t'es démarré dans ce business. Mais mettons là, il y a un entrepreneur ou une entrepreneure qui nous écoute et puis qui est un peu dans cette phase là justement de remise en question parce que elle pensait que ça allait aller plus vite, elle pensait qu'elle ferait plus d'argent, qu'elle travaillerait moins, elle a un peu idéalisé le truc, mais ça la tente pas ou ça le tente pas de se retrouver une job parce que tu sais, entrepreneur d'un jour, entrepreneur toujours. Enfin, je veux dire, tu sais, quand t'as goûté à ça, mais voilà, c'est pas le niveau d'extase qu'elle pensait, cette personne. Donc, elle est un peu en remise en question. Je continue, j'arrête ou quoi. Donc là, on parle de persévérance. Moi, je dirais, persévère. Mais toi, ce serait quoi le conseil que tu aurais à donner? 2 ans. Tu te donnes 2 ans? Et si tu es toujours dans cette situation, si tu es toujours dans cette situation-là, après 2 ans, tire la plug. OK, c'est ça. Passe à autre chose. Okay. Ça peut être dans un autre domaine, ça peut être tourner salarié, peu importe. Ouais. Mais juste de dire, parce que les efforts investis en valent-ils la peine? Tu sais, notre ballon, quand on démarre en affaires, là, elle se gonfle beaucoup, là. Ouais. Puis rapidement, elle se dégonfle. Parce qu'on réalise c'est quoi la réalité de la business. Ouais. Là, pourquoi que j'écris mes livres, je donne des conférences, etc., pour venir comme déboulonner les mythes aussi. Puis on va parler de la vraie business. Parce que ceux qui réussissent, surtout les petites entreprises, réussissent adéquatement, sont quand même faibles versus tout le reste. Donc, le reste, faut valider. C'est quoi tes aspirations? C'est quoi tes ambitions? Puis, quelles sont les actions? Donc, faut apprendre à prendre les bonnes décisions puis poser les bons gestes au global. Parce que souvent, là, on court comme une poule pas de tête d'un bord puis de l'autre. Ouais. Fait qu'il faut créer, on a parlé de discipline, de rigueur, de maîtrise, de focus, etc. Faut venir clarifier ces éléments-là. Fait que quelqu'un que ça va plus ou moins bien, qui est pas satisfait, il faut revenir se reposer les bonnes questions, valider qu'est-ce qui est réellement important pour moi avec cette business-là, sont où les opportunités, et de se faire un plan de match pour y parvenir. Donc, pour valider, puis de regarder avec les ressources dont on dispose, est-ce que
est-ce que nos aspirations sont adéquates ou sinon, qu'est-ce qu'il me manque? Qu'est-ce qui me manque pour y parvenir? Puis là, après ça, aller chercher cette aide-là ou les outils pour pouvoir nous amener plus loin. Parce que finalement, toi, mettons, j'en sais rien, on va partir du principe que 95% des gens qui se lancent en affaires ou qui ont une business, elle meurt dans les 5 ans, puis 5% ou 3%, je connais pas le chiffre, si tu l'as, ça m'intéresse, on va dire, performe comme il faut, donc vit vraiment de son entreprise, voilà. Et peut-être même... Mais regarde, il y a une distinction entre vivre de sa business et développer une entreprise intéressante. Mais ça dépend de ta propre définition du succès. Ben, clairement. Bien sûr. Ça se trouve à être l'élément fondamental. Ensuite, une entreprise au Québec, une entreprise qui démarre, OK? Il y en a une sur deux qui atteint les 2 ans d'opération. OK. Donc, 50% meurent dans les 2 ans. Ensuite, il y en a une sur 3 qui démarre, qui atteignent les 5 ans d'opération. Donc, après 5 ans, il en reste à peu près 35%. Puis finalement, sur 10 ans, c'est moins de 1 sur 10. Moins de 1 entreprise sur 10 survit après 10 ans. Tout à fait. Pourquoi, selon toi? C'est quoi les raisons principales? Bon, là, les statistiques, on peut faire dire tout le temps n'importe quoi. Ouais. Bah là, on va parler expérience. Comme ça, c'est subjectif. Fait que si quelqu'un arrive avec des chiffres différents, on est dans la subjectivité, donc il n'y a pas... voilà. Tout à fait. Selon Mais toi. souvent, dans ces statistiques-là, exemple, tu as commencé ton entreprise, tu étais enregistré, tu deviens incorporé. Moi, je suis incorporé direct, mais ouais. Non, mais c'est ça. Mais supposons qu'un entrepreneur fait ça, ça devient une nouvelle entreprise. Donc, son entreprise première... donc déjà, elle est toute neuve. Exactement. Oui, bien sûr. OK, donc là, ça devient une nouvelle. S'il y a des fusions, des acquisitions, donc c'est pas toutes des faillites non plus. Exactement. Il y en a, ça peut être pour la maladie. Des fois, c'est une entreprise qui est comme plus en déclin. Un entrepreneur qui décide juste de fermer son entreprise puis pas de la vendre. Ouais, ou tu arrêtes parce que tu t'es fait tes dents. Mettons, je pense à une entreprise de construction qui a pas fait toujours les choses comme il faut. Elle ferme, puis elle repart avec un nouveau nom. Ça, je le vois beaucoup d'ailleurs en web. Ouais, effectivement. Donc, ça fait partie des statistiques. Mais tu sais, la grande majorité des entreprises qui ne survivent pas très longtemps, problème de cash flow. OK, donc problème de liquidité, ils ont de la difficulté à gérer leur argent. 2, problème de mise en marché, donc de fit, market fit. Entre le produit, service et le marché qui est ciblé initialement. Parce que souvent, les gens essaient de mettre un produit ou un service en marché, mais ne s'adressent pas à la bonne personne, surtout les premières années. Fait que si tu pivotes pas rapidement ou tu n'effectues pas des changements dans ta façon de faire, tôt ou tard, tu vas avoir d'autres genres de décisions à te poser. Et si je regarde, moi, ceux que j'ai vus fermer dernièrement ou cesser leurs opérations proches de moi, la raison numéro 1, écœurantite aiguë. Ils sont tannés de gérer les employés, ils sont tannés de gérer tous ces éléments-là, puis finalement, ils sont mieux jusqu'à un certain point d'aller accepter une job de gestionnaire dans une entreprise actuellement, dans le contexte actuel. Donc, il y en a plusieurs qui ont décidé d'opter pour ça. Est-ce qu'ils vont être là longtemps? J'en ai aucune idée. Mais juste à cause de l'accumulation des défis, ils voulaient juste diminuer la pression qu'ils ont sur leurs épaules, diminuer la tension. Donc, tu sais, ça aussi, ça fait partie. Tu sais, à un moment donné, il y en a qui se sentent pas bien. Puis, c'est pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur. D'ailleurs, comme j'ai dit, il y en a qui, excuse de te couper, Max, mais il y en a qui veulent se créer un emploi, comme j'ai dit, puis ils se font comme aspirer par l'entrepreneuriat. Puis là, ils réalisent dans quoi, puis là, ils sont pris dans ce tourbillon-là, puis ils se laissent porter par la vague. Puis il y en a d'autres qui veulent vraiment créer des entreprises, puis de la déception accumulée fait en sorte de dire, finalement, c'est quoi les qualités, selon toi, d'un entrepreneur? Je te dirais pas, mettons au moins 2, 3 qualités indispensables, selon toi, pour augmenter tes chances de bien performer en entrepreneuriat. Adaptation. Ça, on en a beaucoup parlé, Exactement. Donc, la capacité de s'adapter rapidement. Donc, de se remettre en question. De se remettre en question, effectivement. Deuxième élément, la créativité. Ça, c'est selon moi. La créativité, parce que, tu sais, quand tu arrives face à des problématiques, mais il faut que tu passes à l'action, mais il faut que tu mettes en place des solutions. Fait que tu as des solutions qui peuvent être très conservatrices et standards, mais tu en as d'autres qui peuvent être créatives. Puis celles qui sont créatives te permettent de pivoter puis d'explorer d'autres choses que tu regarderais pas naturellement. Donc,
cet élément-là. Puis la troisième, écoute, il y en a plusieurs, mais je te dirais la capacité de bien s'entourer. Je me permets une petite interruption pour vous encourager à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne sur YouTube, Spotify, Apple Music ou sur toute autre plateforme de streaming. On n'oublie pas non plus d'appuyer sur j'aime car cela aide énormément à la croissance de ce format. On vous invite à commenter, partager vos réflexions et participer à la conversation dans la section des commentaires. J'ai toujours du plaisir à échanger avec vous. En attendant, merci d'être là, on repart. Il y en a plusieurs, mais je te dirais la capacité de bien s'entourer. Mais justement, tu en as parlé déjà un petit peu plus tôt. Personnellement, moi, je trouve que c'est l'une des choses les plus difficiles. C'est-à-dire que j'ai la chance. Moi, une de mes qualités, c'est que je suis très discipliné. Donc, j'ai beaucoup fait de sport en compétition. Comme je t'ai dit, je me lève tôt, je bois pas d'alcool, je fais beaucoup de sport, etc. Donc, tu sais, ça prend de la discipline. Et en fait, à chaque fois que les gens viennent me voir pour faire de la business avec moi, alors je parle pas nécessairement d'un client parce que là c'est pas, voilà, c'est mon client, je lui offre mon service, puis voilà. Je parle vraiment de gens qui veulent faire des partenariats, qui veulent amener. Je commence par aller les voir, on va dire, à déjeuner avec eux, leur poser des questions, puis je pose plein de questions personnelles, professionnelles, etc. Si je peux me faire inviter chez eux, même je vais le faire pour voir leur environnement. Est-ce que c'est le bordel chez eux? Est-ce qu'il a commencé des travaux qu'il n'a pas fini? Bref, il y a plein de trucs qui peuvent me donner des indications. Et c'est vrai que je trouve que c'est difficile de bien s'entourer, surtout quand tu commences à avoir du succès parce que souvent, tu vas avoir tendance à dire « Ok, je vois très bien ce que je peux t'apporter. » J'ai un peu plus de mal à voir ce que toi tu peux m'apporter, puis ça prend une relation gagnant-gagnant. C'est quoi toi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui dit moi j'aimerais, parce que avant que tu répondes à cette question, donc la question c'est moi j'aimerais bien m'entourer, parce que finalement comment bien s'entourer, parce que si on dit juste aux gens faut savoir bien s'entourer, les gens vont se dire super mais comment? Avant que tu répondes à cette question, moi j'ai constaté en fait que quand je vais par exemple dans un réseautage, dans un truc de business, j'ai fait allusion à ça d'ailleurs tantôt, j'ai l'impression que les gens sont plus dans un mode de qu'est-ce que moi je vais pouvoir retirer avant de commencer à se dire qu'est-ce que je vais pouvoir apporter. Peut-être qu'il y a un élément de réponse d'ailleurs dans ce que je viens de te dire, mais du coup, comment bien s'entourer selon toi? Je vais revenir à comment bien s'entourer. Je vais commencer par le réseautage. Ok, vas-y. Ça fait au moins, j'ai plus la date, là, mais au moins 7 ou 8 ans que je ne fais plus de réseautage conventionnel. Ok, pourquoi? Okay. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as mentionné, j'étais un des seuls, probablement, qui voulait donner. Ah oui, c'est okay, voilà. en y allant. Donc, qu'est-ce que je peux apporter, la valeur que je peux amener aux gens? Et l'inverse, ça crée tout le temps des déceptions. Okay? Parce que je proposais certaines choses, par exemple, des contacts privilégiés pour certaines personnes qui en avaient besoin. Puis quand je faisais mes suivis, ils contactaient même pas les références, tu sais, des références de personnes impressionnantes aussi. Ils passaient pas à l'action. Et toi, je suis sûr que tu te disais, mais moi, si on m'avait donné ces cartes-là, non, mais c'est sûr ça aurait tout changé. Mais effectivement, fait que je donnais un coup de main concret à plusieurs personnes qui prenaient pas, tu sais, tendaient pas, prenaient pas la main, tu sais. Moi, ça me rend fou. Mais effectivement, à un moment donné, j'ai juste dit, fuck off, fini ces activités-là. Puis quelqu'un qui me demande des choses, à cette heure, c'est quelqu'un qui me demande des choses, ça s'appelle non. ma posture de base, c'est non. Tu sais, quelqu'un qui me dit « Ah, j'aimerais ça aller luncher avec toi, Alexandre. » Non. Pas maintenant. J'y relance-moi dans 3 mois. Et tu vois s'il est vraiment motivé. Exactement. En fait, tu lui dis non pour le principe, pour voir vraiment si exactement. Puis 90%, même 95% des gens font pas de suivi. Fait que voilà. Ça prouve qu'ils sont pas rigoureux. Ben oui, je suis d'accord. Bon. Fait que tu sais, ça permet de filtrer. Puis ceux qui persévèrent, ben là, je leur donne une chance. Ben oui. Là, ça vaut la peine. Fait qu'il y a eu des déceptions quand même. T'as aidé les gens. Et clairement. Ça, c'est à l'époque. Ouais. Fait que, tu sais, puis on revient après ça au niveau comment bien s'entourer. C'est une question de confiance. Fait qu'il faut chercher à développer la confiance, puis que la confiance soit réciproque avec une personne. Sinon, si j'ai pas confiance en toi, pourquoi je t'écouterais? C'est clair. Fait que, tu sais, il faut s'entourer de gens de confiance. Fait qu'il faut découvrir ça. Puis comme tu l'as mentionné, il faut apprendre à découvrir les gens. Il faut pouvoir échanger avec eux. Il y a une question de crédibilité aussi, de track record, etc. Mais il y a aussi une question de neutralité, parfois. Donc, moi, ce que je dis aux gens, c'est entourez-vous, d'un mentor. Ouais. OK? Tu sais, il y a le réseau mentorat qui offre des mentors. Ça vaut la peine d'explorer cette avenue-là. Pas pour que quelqu'un nous donne des conseils, pour que quelqu'un puisse nous écouter. Parce que le mentorat nous permet, comme entrepreneur, de ventiler et d'explorer autrement, mais avec quelqu'un qui est neutre, qui a aucun intérêt envers nous, financier ou etc.
Donc, avoir un mentor de confiance, c'est super important. Moi, je suis mentoré depuis que je suis en business. OK? OK. Puis j'ai eu 4 ou 5 mentors différents. J'en ai encore un que je vais luncher avec presque tous les mois ou 6 semaines. Fait que tu sais, j'encourage ça. Je suis moi-même mentor aussi pour la région de Québec. OK. Donc, j'ai 3 personnes que j'accompagne en mentorat. Mais là, le rôle, c'est pas du conseil, c'est plus de l'écoute active. OK. Fait que ça, c'est une première personne de confiance qu'on doit aller chercher. Des fois, ça peut être quelqu'un qu'on connaît aussi, etc. Mais il y a une question de crédibilité, de confiance. Ensuite de ça, d'avoir quelqu'un qui agit plus comme un conseiller de confiance. Tu sais, en anglais, on parle de trusted advisor. Donc, de trouver ça. Moi, je joue ce rôle-là pour plusieurs entrepreneurs. Tu sais, je parlais de sounding board. Puis, tu sais, quelqu'un qui va nous dire les vraies affaires en fonction de notre situation, qui connaît notre situation comme entrepreneur, notre situation familiale, mais qui connaît aussi la situation de notre entreprise, puis qui est déjà passé par là. OK. Qui peut nous donner des conseils, pas juste des conseils théoriques, des conseils pratico-pratiques. Tu sais, moi, j'ai eu 8 entreprises jusqu'à maintenant. Puis à chaque fois, soit comme investisseur ou vraiment opérationnellement parlant, fait que tous les défis, tout ce qu'il y en est, tu sais, tu manques de cash. Là. Ouais. Là, t'as le goût de t'arracher les cheveux de la tête. Là. Non, peut-être pas plutôt. toi aujourd'hui. Mais là. moi, je l'ai trop fait. du coup. Non, exactement. Mais tu sais, quand tu parles avec quelqu'un qui a juste la théorie, il va te donner des bons conseils, mais il va négliger l'aspect humain. Puis des fois, il y a des astuces pratiques que des gens qui n'ont pas fait les tours de passe-passe ne connaissent pas. Fait que ça, on peut creuser. Fait que d'avoir quelqu'un de confiance comme ça rajoute de la valeur. Mais là, ça devient un vrai expert. OK? Mais pas un expert dans un domaine très précis. Un expert plus généraliste. Mais qui peut te donner, te challenger sur l'ensemble, puis de donner la tape dans le dos quand tu en as besoin, puis de te sacrer une claque en arrière de la tête quand c'est ça que tu as besoin aussi, pour te pousser à aller plus loin. Fait que tu sais, ça, c'est 2 personnes clés. Moi, les gens qui jouent ce rôle-là, j'ai un mentor, comme je l'ai mentionné, puis après ça, j'ai quelqu'un qui me conseille au niveau de mes relations publiques depuis 2017, je pense. Concrètement, il fait quoi? Mais concrètement, je parle à tous les jours. OK. Concrètement, presque à tous les jours. Tu sais, il arrive quelque chose. Fait que tu sais, c'est plus un conseiller en relations publiques. Pour moi, c'est rendu un conseiller de confiance. Parce que j'y partage tel élément où je devrais faire ça. Il repart sur tous mes livres depuis 2018 aussi. Puis des fois, encore, là, je suis en train d'en finaliser un. Puis avant-hier, au début de la semaine, il m'appelle, il dit « Est-ce qu'on peut se parler? » Faut qu'on parle. Il est en train de réviser comme mes chapitres. Il dit prends une pause. OK, c'est de la merde. Il dit tes 3 derniers chapitres que tu as rédigés, là, flush-moi ça. Là. C'est pas bon. C'est pas au niveau. Ça pourrait faire un beau texte passe-partout là, sur le web, mais il dit, c'est pas de calibre de livre. Fait qu'il dit flush. Là. Fait que là, j'ai pris une mini-pause. Hier, j'ai envoyé comme une couple de chapitres, mais de façon craintive, quasiment pour dire. Finalement, il dit parfait, c'est exactement ça que tu avais besoin. Il va parler de quoi, d'ailleurs, ton prochain livre? Je fais la réécriture complète du livre 2 par 4. OK. Qui a paru initialement en 2018. OK. Là, cet automne, là, il va ressortir avec Béliveau Éditeur. Donc, nouvelle maison d'édition, réécriture complète du livre aussi avec plus ce qui se passe aussi présentement, l'actualité. Parce que l'autre a été écrit pré-pandémique, fait que celui-là est vraiment en fonction de la réalité d'aujourd'hui aussi. Il y a plusieurs des thèmes qui se trouvent être les mêmes thèmes, mais écrits aujourd'hui. Fait que tu sais, j'ai comme flushé tout ce qui a été écrit. Ouais. J'ai repris les thèmes, j'ai décidé, moi, aujourd'hui, comme auteur, qu'est-ce que j'ai à dire? Comme entrepreneur conseil, comme stratège, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce thème-là? D'accord. Fait avec une page blanche. OK. Fait que tu sais, ça permet aussi d'arriver avec un discours renouvelé, qui fait écho aussi aux conférences du même nom que je donne. D'ailleurs, alors j'ai une question et je voudrais juste m'assurer qu'on a bien répondu à la première. Donc, qu'est-ce que ça prend pour bien s'entourer? Tu as dit donc ça prend un mentor. Un mentor, ça conseiller de confiance. Voilà. Après ça, un bon comptable. Ouais. Oh oui. Un vrai bon comptable. OK? Quand j'ai un bon comptable, quelqu'un qui est capable de te challenger aussi puis de te montrer certaines choses. Pas quelqu'un qui vit dans le passé. Ouais. Il y a beaucoup de comptables qui vivent dans le passé. Ouais. Ça prend un bon comptable qui est capable de donner des conseils en fonction de la progression anticipée, la progression souhaitée de l'entreprise. Ouais. Parce que quelqu'un qui n'a pas cette capacité-là, le comptable qui n'a pas cette capacité-là, mais il va nous aider comme entrepreneur à jouer pour ne pas perdre.
Tandis que quand on est bien accompagné, notre slogan change pour jouer pour gagner. Ouais. Fait qu'il faut s'entourer des bonnes personnes qui nous permettent ça. Sauf que je fais une petite parenthèse et du coup, question dans question, c'est que moi, j'imagine tout de suite quelqu'un qui est en train de nous écouter et qui se dit mais comment je peux savoir que mon comptable, il a les compétences? Enfin, je veux dire, moi, je vais le voir au bureau, il paraît bien, il a d'autres clients. Moi, je suis pas comptable, donc finalement, comment je fais quoi pour ça? Et ça vaut pareil d'ailleurs pour les conseillers en passant. Tout à fait. Un bon comptable, OK, ne s'enfuit pas quand il te remet les états financiers à la fin de l'année. Donc, il fait pas juste tiens, puis je m'en vais. Donc, il va prendre le temps, il va t'expliquer, puis il va te donner des conseils en anticipant les choses. Un vrai bon comptable n'attend pas non plus à la fin de l'année pour te parler. Ouais, c'est ça. Okay? Il va te parler à quelques reprises au courant de l'année pour valider, pour tester. Puis les comptables qui sont les plus proactifs, là, à peu près aux 3 ou 4 mois, ils te lâchent un coup de fil. Juste pour voir, en fonction de tes prévisions, où est-ce que tu es rendu, as-tu des décisions d'investissement qui s'en viennent? Tu m'avais partagé dans ton plan de match telle chose, c'est-tu toujours d'actualité? Tu sais, pour aller un peu plus au-devant d'uniquement les chiffres et la saisie de données. Je voudrais juste faire une petite remarque sur le comptable, c'est un bon exemple. Moi, un des conseils, je pense que je donnerais aussi pour bien s'entourer, ça fera aussi un peu écho à ce que tu disais, c'est de montrer un réel intérêt des personnes qui nous entourent. Parce que clairement, en tant qu'entrepreneur, le rendez-vous chez le comptable, c'est pas le truc le plus sexy de la journée, de la semaine, du mois. Et on lui fait un peu comprendre que sa job, elle est un peu poche, puis que ce rendez-vous, voilà, dis-moi où est-ce que je dois signer. Et le comptable qui se mettrait à expliquer les différentes choses, parce qu'il fait sa job justement, si en face il voit pas un enthousiasme, une gratitude, et plutôt il voit de l'ennui et de l'impatience, forcément on lui envoie pas le bon signal. Et j'explique ça parce que moi, une des méthodes que j'utilise pour trier mes clients, c'est aussi leur intérêt vis-à-vis de ce qu'on fait. Parce que je me doute bien que le client, ça ne l'intéresse pas forcément de connaître dans le détail toute la stratégie Google Ads qu'on met en place pour lui ou de référencement naturel avec toutes les modifications qu'on fait pour plaire à l'algorithme. Je comprends. Mais par contre, s'il ne lit jamais nos rapports, qu'il nous pose jamais aucune question et que quand on lui fait un appel de suivi, on voit clairement que non, mais moi, vous savez, du moment que ça fonctionne, je vous fais confiance. Mais quelque part, faut pas s'étonner si au bout d'1 an, 2 ans, tu as moins de suivi, moins de rapports, moins d'implication, parce que tout simplement, tu montres pas un réel intérêt. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup constaté chez les entrepreneurs, c'est que parfois, ils sont un peu sans filtre, sans retenue, parce qu'ils partent du principe que là, c'est moi le client. Finalement, il faudrait se poser même la question, est-ce qu'ils aimeraient savoir comme client? Tu vois? Mais ça fait partie des éléments, tu sais. Nous, comme entrepreneurs, avec les gens avec qui on interagit, on se doit de clarifier nos attentes. Fait qu'avec un comptable, faut le mentionner. Ben oui. Voici mes attentes face à toi. Es-tu capable? Ouais. Tu sais, est-ce que tu es capable d'offrir ce service-là? Sinon, qui serait la meilleure personne pour offrir ce service-là? C'est peut-être dans la même boîte. Ouais. Mais voici mes attentes. J'aimerais ça que tu m'appelles à toutes les trois. Donc ça, c'est une question de valeur. Ouais. Fait que tu sais, ça fait partie de ces éléments-là. Puis quand on parle de confiance aussi, puis c'est vrai avec un comptable, c'est vrai avec un avocat, avec n'importe qui. C'est vrai que ta blonde, c'est vrai avec tes employés. Tout à fait. Ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'il y a une question de relationnel. Voilà. Puis en business, surtout pour une petite entreprise, il faut miser sur le relationnel. Bien, c'est clair. Pas uniquement le transactionnel. Ouais. Fait que toute notre façon d'interagir avec les gens est souvent orientée entre transactionnel, c'est échange d'argent, service, merci, bonsoir, je m'en vais. Ouais. Tandis que quand c'est le relationnel, ça va plus, tu sais, on gratte, il y a un côté plus humain. Je vais même aller plus loin. Nous, à l'agence, tous les clients ne sont pas au même tarif horaire. Ça dépend de plein de choses. En réalité, ça dépend pas du tout d'ailleurs en passant de la taille de l'entreprise. Clairement pas. Ça va dépendre de la relation et de la complexité du projet, mais la relation humaine, c'est-à-dire que moi, j'ai des clients que j'ai depuis 7-8 ans, j'ai augmenté mes tarifs peut-être 5 fois. Eux sont toujours à des tarifs de 2018, quoi. On est en 2023, alors je les augmente, mais beaucoup moins parce que ils ont entretenu une relation avec nous, il y a du respect, il y a de l'humain et de fait, ils sont récompensés. Et il y en a même, ils savent qu'aujourd'hui, ils sont rendus trop petits pour l'agence. Et je les ai
appeler directement pour leur dire je te confirme qu'aujourd'hui on travaille plus avec des gens comme toi. Alors l'avantage c'est qu'on travaillera pas avec tes compétiteurs non plus, mais je te confirme quand même qu'on va te garder parce que tu es quelqu'un, on était très content de t'avoir comme client à l'époque et aujourd'hui on veut continuer de t'accompagner. Alors c'est dommage que tu réussisses pas à faire croître ton entreprise pour qu'on puisse continuer d'évoluer ensemble, mais je te garde quand même. Pardon ? Il y a une question de volonté aussi. Oui, après je connais pas les implications ou autres parce que il y a toujours cette problématique-là. Encore une fois aussi, même la relation à l'argent, parce que nous, notre métier, c'est de rapporter de l'argent à nos clients. Donc, je fais performer mes clients sur le web pour que ça leur rapporte des clients et donc forcément de l'argent. Que font-ils ensuite de cet argent ? Est-ce qu'ils le réinvestissent dans leur marketing ? Est-ce qu'ils s'achètent une Tesla ? Est-ce qu'ils partent en voyage ? Est-ce qu'ils font preuve de faiblesse lors de certains recrutements où ils vont donner $10 000 de trop à un employé parce que là, ils se sentent mal pris et ce $10 000, ils vont aller puiser dedans dans leur budget marketing ou leur budget formation ou autre. Ça, après, c'est de la gestion d'entreprise, malheureusement, et c'est super difficile parce que j'ai pas l'œil là-bas, puis on n'est pas non plus coach d'affaires ou quoi que ce soit. Donc, c'est quand même assez, je trouve, l'entrepreneuriat, c'est passionnant. D'un autre côté, ça peut être aussi terrifiant en fait pour les gens parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se rendent vraiment pas compte dans quoi ils s'embarquent. La constance, la discipline, la rigueur et le côté humain, moi je le vois pas si souvent que ça, bien que tout le monde se prétende rigoureux, constant, humain et discipliné. Et c'est drôle, tu vois. Moi, par exemple, notre dernier recrutement, et la personne est tombée dedans, elle s'est mise dedans toute seule. La personne a dit qu'une de ses qualités, c'était la rigueur. Tout le monde s'est mis à sourire et on s'est dit, non pas parce qu'on le croyait pas, mais parce qu'on s'est dit, on savait qu'on allait le prendre. Mais on savait qu'il allait pas aimer le premier mois parce qu'il allait voir ce que c'est que des gens qui ne se prétendent pas rigoureux, mais qui le sont quand même pas mal. Et effectivement, là, ça fait 1 mois pile aujourd'hui qu'il est là. Et je lui ai dit, du coup, est-ce que tu continuerais à dire que tu es rigoureux ? Il dit, je fais preuve de rigueur, mais je le mets plus dans mes qualités parce que derrière, nous, on lui a montré. Donc, il y a aussi, si tu veux, ce côté-là d'apprendre à se connaître et à savoir ce qu'on veut vraiment. Parce que l'une des questions qui fait le plus pleurer les gens si tu leur poses dans une situation particulière, c'est « mais toi finalement, qu'est-ce que tu veux ?» Et là, la personne, si elle te répond dans les 2 secondes, tu la coupes tout de suite. Non. Prends le temps de réfléchir. Qu'est-ce que tu veux ? Quel est ton objectif dans la vie ? Et il faut faire attention parce que on est influencé. Tu veux quoi ? Tu veux des likes ? Tu veux de l'argent ? Mais l'argent en soi, tu vas en faire quoi de cet argent ? C'est quoi l'argent pour toi ? C'est la liberté. Ok, donc en quoi tu te sens pas libre ? Alors moi, je pousse pas la réflexion trop loin parce que je suis pas là pour ça. Mais c'est vrai que je constate qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne savent pas où est-ce qu'ils veulent être dans 3 ans, 4 ans. Les gens sont dans le moment présent. Et alors, ça peut être une qualité finalement, le pouvoir du moment présent. Effectivement, mais avec le lâcher prise, c'est etc. ça. Sauf que ça crée pas de focus. Oui. Ça crée pas du développement en fonction d'une destination qu'on veut se rendre. C'est ça mon point. Et du coup, personnellement, je trouve je me pose toujours la question, comment tout ça fait pour tenir. Enfin, moi, j'analyse beaucoup l'économie nord-américaine parce qu'en tant que Français, moi, j'ai été, nous en France, le crédit c'est mal, la carte de crédit c'est pas bien, la voiture en leasing c'est mal, elle ne t'appartient pas la voiture si tu la loues. Rien que le concept d'hypothèque. En France, nous on dit par exemple, j'ai une hypothèque. Ah bon, mais t'es dans la merde. Et non, j'ai un crédit sur ma maison, enfin comme tout le monde quoi. Ah ok, donc en France, une hypothèque, c'est que tu es dans la merde et que tu as mis ta maison en hypothèque, tu vois. Donc, il y a des termes, des jargons, mais une mentalité aussi, une peur. Ici, on vit à crédit. Là, moi, j'ai un ami qui est forcé de vendre son chalet parce que il y a 3 ans, 2 ans, tout le monde achetait des chalets. Et nous, on s'est dit avec ma conjointe, est-ce qu'on devrait acheter un chalet parce que un peu le syndrome du FOMO, tu vois, la peur de manquer une opportunité. Puis si tout le monde le fait, tu vois, on s'est dit non, on va pas acheter un chalet parce que moi j'ai déjà une maison, puis je sais que c'est de la job à entretenir, j'ai pas envie d'en avoir une deuxième, puis de passer mes fins de semaine à attendre la clause. Puis si je commence à payer quelqu'un pour déneiger, tendre la clause, faire ci, faire ça, commence à faire cher. Je vais déjà commencer par me payer ces gens-là dans ma maison principale dans ce cas-là. Et là, ils les vendent tous. Parce que les taux d'intérêt ont explosé et c'est un stress énorme pour eux. Et donc, si tu veux, je constate que ces gens-là qui sont quand même assez éduqués, parce que finalement disciplinés, je ne pense
pas, sont en train justement de vendre tous les meubles, etc. Et donc c'est là où je me dis mais comment cette économie fait pour fonctionner? La majorité des gens, je veux pas parler pour l'ensemble de la planète, là, mais de ce que je vois, sont guidés par leur pulsion. Ouais, Okay? c'est clair. Dans le moment présent, Ouais. sans focus sur l'avenir. Une fois que tu as clarifié qu'est-ce que tu veux, moi, ma mère est décédée à l'âge de 50 ans. OK. Qui est cancer du sein, La mienne métastase, aussi. tout bon. Fait que tu sais, moi, à ce moment-là, j'avais peut-être 24 ans. Puis ça fait comme une espèce de wake-up call pour dire, OK, mais qu'est-ce que je veux, moi, accomplir dans ma vie? Qu'est-ce que je veux accomplir professionnellement, familialement parlant, personnellement? Puis, vu que ma mère était décédée à 50 ans, moi, c'est devenu ma date de péremption. Ben ouais. Fait que j'ai j'ai un chapitre là-dedans, justement, dans mon livre 2/4, c'est « Je serai mort à 50 ans Mais t'as pas de ça, hein, Alexandre. Je te le dis. » Non, je sais. Après, tu peux avoir un cancer d'autre chose. Mais Ben, exactement, tu sais. Mais je serai mort à 50 ans. Donc, ça a créé comme une espèce de focus pour dire, OK, mais qu'est-ce que je veux avoir accompli pour mes 50 ans? mais c'est hyper deep, ça, parce que 50 je ans, sais. c'est pas mieux, 50 Non, je le sais, mais justement, parce que souvent on dit on a toute la vie, on voit ça, puis bon. Fait que ça crée comme une espèce de focus très fort pour dire, à 50 ans, il faut que j'aille accomplir ça. Après ça, ben, on s'entend, je veux pas décéder à 50 ans. Mais ça crée comme un focus quand même relativement court terme, entre parenthèses. Puis après ça, je veux juste devenir plus ambitieux. Ou je vais faire d'autres choses. Mais voici ce que je dois avoir accompli pour cet âge-là. Fait que là, après ça devient plus facile d'éviter de se laisser porter par certaines pulsions à court terme, puis garder le focus puis être discipliné sur le moyen et long terme. Parce que là, on sait pourquoi qu'on fait des sacrifices. Pourquoi qu'on fait telle concession. Exact. Pourquoi tu prends pas ton dessert. Pourquoi tu prends pas d'alcool. Parce qu'à 5h15, je vais le regretter. Non, mais ça fait partie, tu sais, à petite échelle, mais pourquoi, finalement, je change pas de véhicule? Pourquoi j'ai pas besoin de chalet? Parce que t'es plus dans l'ego, t'es plus dans le pareil. Tu vois, pas dans le matérialisme. C'est ça. C'est pas le côté matériel qui est important à ce moment-là, c'est qu'est-ce que je veux avoir accompli? C'est quoi la trace que je veux laisser? Fait que ça devient beaucoup plus facile de prendre des bonnes décisions, mais c'est la même chose en business. Si tu savais le nombre d'entreprises qui ont pas d'objectif à moyen long terme, ils savent pas vers quoi qu'ils veulent aspirer. Fait que dans ce temps-là, tu te laisses juste porter par le quotidien puis par les opportunités qui te sont présentées. Puis c'est là que tu saisis les opportunités, puis finalement, au global, tu as l'air d'une poule pas de tête qui fait juste courir en rond. Ouais, exactement. Jusqu'à temps qu'elle tombe à terre. Fait qu'il faut revenir sur ces éléments-là. Fait que c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui savent pas qu'il faudrait qu'ils fassent une réflexion stratégique parce qu'ils sont trop pris dans leur quotidien. Puis après ça, quand ils prennent le temps puis qu'ils engagent un professionnel pour les accompagner dans cette démarche-là, là, souvent, ça devient comme une espèce de game changer. Là, je parle pas de faire une planification stratégique pour avoir un rapport qui est mis sur une tablette après, là. Je parle vraiment concrètement se poser les bonnes questions, refocuser au niveau de l'orientation de la business. Ça crée une orientation. Puis après ça devient beaucoup plus facile de dire, est-ce que telle opportunité qui est générée ou que j'ai provoquée sans faire exprès des fois est bonne ou non? Donc, ça devient beaucoup plus facile de venir renoncer. Tu sais, une vraie stratégie de business, c'est ça, c'est apprendre à renoncer. Ouais, apprendre aussi à se tenir à sa stratégie parce que tu vois, une des problématiques, par exemple, fut un moment, j'étudiais beaucoup de tout ce qui est placement financier. J'étais tombé sur un livre d'Anthony Robbins qui est L'argent, l'art de le maîtriser. Puis vu que c'est un auteur que j'aimais bien en fait, parce que on a tous lu, enfin plus ou moins Pouvoir illimité, l'éveil de votre puissance intérieure, tous ces trucs-là. Le personnage en tant que tel, je m'en contrefiche. Comme je peux aimer une œuvre et pas l'artiste, je peux aimer un artiste et pas ses œuvres. Bref, je lis ça, puis je commence à apprendre sur les fonds communs de placement, les trucs, les machins. Donc, premier truc que je fais, évidemment, je pose des questions à mon conseiller financier. Il s'avère qu'il a exactement les réponses que je vois dans le livre. Il s'avère que je le remercie et que je me mets à gérer les choses moi-même. Et là, je commence à aller sur YouTube et à m'enseigner, puisque la connaissance aujourd'hui, elle est disponible partout gratuitement. Et je me disais, mais attends, bon, il y a forcément un truc que j'ai pas compris, parce qu'on est tous un peu à la recherche du secret. Lisez Le Secret d'ailleurs, les gars. Mais on est tous un peu à la recherche du secret. Puis en fait, on se rend assez rapidement compte que finalement, j'ai l'impression que beaucoup de gens, leur plaisir, c'est cette quête. Mais une fois qu'ils l'ont trouvé, une fois qu'on leur a dit, mais en fait, le secret, je te préviens, c'est pas sexy, il n'y a pas de formule magique. Le secret, c'est, par exemple, pour revenir sur les placements, garde, t'as une business qui te rapporte de l'argent, t'aimes pas forcément tout ce qui est placement, garde, investis dans des ETF à fonds indiciels et ensuite ferme les yeux. C'est-à-dire, les meilleurs portefeuilles sont ceux des défunts parce qu'ils ne sont pas tout le temps en train de changer.
finalement, en business, moi, c'est un petit peu la même chose que le conseil que j'aurais donné, c'est définir une stratégie. Bien sûr, il faut la réviser, mais ne change pas constamment parce que là, il y a tel élément. Enfin, je veux dire, c'est comme quand on dit, voilà, là, on dit, on est en train de rentrer en récession, qu'est-ce qu'on fait? Mais les gars, dans des récessions, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. C'est quasiment, moi j'appelle ça un rééquilibrage parce qu'on voyait clairement qu'il y avait quelque chose qui clochait. Là, je veux dire, on a trop injecté d'argent. Et en entrepreneuriat, selon moi, ou même en marketing, d'ailleurs, c'est ce que j'explique beaucoup. Je compare souvent le marketing au gym. Je dis, tu sais, tu fais pas du marketing pour 3 mois, tu vas pas au gym pour 3 mois, tu vois, sauf si tu es acteur et que tu dois faire. Mais c'est pas notre cas. Donc, il faut être constant. Et moi, personnellement, l'une des choses que j'ai constatées, c'est qu'il y a énormément d'entrepreneurs, de gens en général, qui ne sont pas constant. Et une fois qu'ils ont découvert le secret, la connaissance, il y a l'application de la connaissance et puis la constance. Toi, tu transmets des connaissances. Les gens, déjà, lire un livre, parce que moi, par exemple, j'y arrive pas. Les livres audio, je m'endors, quoi. Non, mais, puis, va soulever des poids en écoutant un livre audio d'une IA, en plus, complètement monotone. Enfin, c'est horrible. Donc, je lis. Du coup, ton bouquin, je l'ai lu, je l'ai dévoré. D'ailleurs, j'ai prévu d'en acheter un autre qui m'intéresse pas mal. Mais toi, là, si tu veux, t'as décidé de choisir le format livre. Tu sais très bien que 80% des gens se rendent pas au 2e chapitre. T'es resté hyper traditionnel, en fait, avec le livre. Tu pourrais avoir une chaîne YouTube, puis y aller plus sur la vidéo ou le podcast. Pourquoi tu es resté sur le livre? Parce que mon moyen de communication standard, pour moi, c'est l'écriture. Ouais, ok, ça, je comprends. Ça, c'est la base. Ensuite, au niveau du livre, il y a quand même une noblesse supplémentaire au niveau du livre. Ouais. Quelqu'un qui commence un livre, qui a le goût, qui passe au travers, ben, il y a tout un processus de réflexion qui vient avec, qui n'est pas uniquement de ce que tu es en train de lire. Fait que moi, c'est vraiment pour ça que je continue à écrire des livres, puis je le fais. Est-ce que je fais d'autres choses? Je fais d'autres choses. Je n'ai pas de chaîne YouTube. Tu fais du LinkedIn et du Facebook. Ça, j'ai vu que tu étais très actif sur LinkedIn et Facebook. Tout à fait. Sinon, tu sais, j'ai comme mes clients qui ont accès à des parcours spécifiques, exclusifs, mais ils payent pour y avoir accès aussi. Donc, ça permet d'avoir des contenus. La clinique entrepreneuriale. Il y a la clinique, mais il y a moi aussi j'ai comme un parcours interactif qui s'appelle 2x4. OK. Qui fait en sorte que à tous les mois, mes clients qui sont là-dedans ont accès à du contenu écrit et vidéo exclusif pour eux. On rajoute avec ça des sessions Q&A, des questions-réponses tous les mois, 45 minutes de temps. Ça s'appelle « De quoi vous voulez qu'on jase aujourd'hui? » Je réponds à tout le monde. OK, c'est open bar. C'est un live? Exactement. C'est un live, c'est en direct. Mais ça, c'est pour ceux qui ont payé. Tu sais, c'est ma communauté de base, etc., qui veulent avoir cette proximité-là supplémentaire. Ça fait partie des éléments. Tu sais, j'exclus pas une chaîne YouTube éventuellement. Pour l'instant, ça faisait pas partie de la stratégie. Je comprends. Ouais, non, bien sûr. Après, moi, le conseil que je donne, on en parle on va tout le temps répéter, constance, c'est que une chaîne YouTube, la communauté YouTube, c'est la plus difficile à acquérir, mais c'est la plus fidèle. Et donc, tu peux te retrouver à travailler sur ta chaîne YouTube pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, puis t'as 5000 abonnés et tu te dis, bah là, à quoi ça rime, etc. Mais voilà, moi je dis, il faut persévérer. Donc toi, finalement, une de tes stratégies marketing, c'est tu mets du contenu donc gratuit, que ce soit sur Facebook ou sur LinkedIn. Enfin moi, vu que j'avais activé la notification sur LinkedIn, il y a pas une fois où je me connecte et que t'as pas sorti un article. C'est toi qui les fais tes articles? Ok. Ça te prend combien de temps à peu près par semaine ou tu fais peut-être ton planning pour le mois et Non, je vais de façon spontanée. Quand ça me tente d'écrire sur le sujet, j'écris sur le sujet. Mais veux pas, étant donné que j'ai écrit beaucoup depuis 2015, comme ce matin j'en ai mis un, ben j'ai récupéré un article qui est déjà sur mon site internet depuis longtemps, que je trouvais d'actualité, parce que j'ai eu une conversation avec un entrepreneur là-dessus. Je viens de le remettre une fois de temps en temps. Tu sais. Et justement, si on parle un peu d'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent pour notamment rédiger des posts LinkedIn à notre place. Je pourrais, par exemple, avec un prompt, dire à ChatGPT 4, OK, moi j'aime bien la tonalité d'Alexandre. Donc voici 2-3 posts qu'il a fait que je trouve cool. Vas-y, sors-moi 10 posts sur cette tonalité. Et puis donc là, quelque part je te plagie pas, mais quelque part je te plagie. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on pouvait pas vraiment faire avant. Comment toi tu vois justement l'intelligence artificielle et notamment le fait qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de contenus qui sont même pas rédigés par les personnes, mais sont rédigés par de l'IA. La question qui se pose, c'est il y a des pods sur LinkedIn qui permettent d'aller chercher des commentaires, de faker complètement les performances. Donc finalement, à la fin, tu es là, tu te dis mais
finalement, est-ce que quelqu'un lit le post? Est-ce que la personne même qui a publié le post a lu son propre post? Enfin, comment toi tu vois les choses avec l'arrivée justement de l'IA et tous ces robots qui font plein de trucs? Ben, il faut s'adapter. Ouais, c'est toujours pareil, hein. C'est toujours, fait que tu sais, de regarder comment que ça se passe, etc., puis de se poser des questions, de voir comment que moi je me positionne avec ça. Comment je peux utiliser les outils? Ouais. Finalement, c'est comme la première étape. Puis après ça, comment que, tu sais, qu'est-ce que je devrais faire différemment dans les prochaines années? Puis ça va jusqu'à annoncer aussi sa propre mort. Jusqu'à un certain point où certains produits, certains services qu'on a toujours offerts puis qu'on n'offrira plus. Eh oui. Moi, tu sais, je te dis ça, là, je l'ai pas dit publiquement encore. T'inquiète pas, c'est pas comme si on était filmé. Non, exactement. Fait que je sais qu'il y aura pas de problème. J'ai signé avec Béliveau Éditeur pour mes 2 prochains livres, dont 2 par 4, qui va sortir à l'automne, la réécriture complète. Le prochain livre qui va suivre avec Béliveau Éditeur, ça va s'appeler Le Machiavel des affaires. OK. Il est déjà en rédaction, je donne déjà de la formation, des journées complètes là-dessus, mais je voulais me donner du temps. Puis ça risque de sortir en 2025, OK. au niveau du livre. OK. Ça sera, je me garde juste une petite gêne, probablement mon dernier livre d'affaires. L'objectif, c'est vraiment que ce livre-là devienne comme mon testament entrepreneurial. Parce que tu vas bientôt avoir 50 ans? Il me reste encore quelques années, mais l'idée, c'est vraiment, ça va devenir mon testament entrepreneurial pour dire, après ce qu'il va y avoir dans ce livre-là, je pense pas que je vais avoir quelque chose d'autre à dire. OK. En considérant aussi tout ce qui peut arriver avec l'intelligence artificielle. Ouais, c'est ça. Donc oui, tu réponds à la question finalement. C'est-à-dire, tu vois le truc arriver, tu te remets en question, tu sais t'adapter. À un moment, tu te dis peut-être que l'adaptabilité a aussi une limite et qu'il faut savoir passer à autre chose. C'est ça. Effectivement. OK. Donc, il y a quand même une forme de résignation aussi et d'acceptation de l'évolution et de ta place là-dedans. Oui, et puis quand je parlais de mutation aussi, ça fait partie de ça. Ouais. Tu sais, moi, j'ai quand même un plan de match assez clair de ce que je veux faire, puis etc. Puis je commence à avoir fait le tour, OK, de l'accompagnement entrepreneurial pour les TPE. Tu sais, les très petites entreprises. 20 employés et moins, c'est 95% de ma clientèle. Parce que j'ai toujours focusé là-dessus. Je commence à avoir fait le tour. Je commence graduellement à avoir le goût d'explorer d'autres avenues, d'autres choses, puis probablement de réinvestir dans une autre entreprise, puis dire, OK, là, je prends l'entreprise et je l'amène à un autre niveau, puis est-ce que je vais avoir encore le temps de faire de l'accompagnement ou d'influencer les gens? Je ne sais pas encore pour l'instant. Fait que c'est pour ça que j'ai 2025, la sortie de ce livre-là, qui va quand même mettre un petit clou dans le cercueil. Tu fermes la porte. Exactement. Fait que je sais pas encore comment que la transition va se faire vers autre chose, mais au niveau de l'écriture des livres, ça va être probablement mon dernier livre d'affaires écrit seul. C'est la nuance que j'apporte. D'ailleurs, je sais pas si ça, j'avais cru voir un truc passer sur tes enfants. Alors, je sais pas s'ils ont écrit un livre ou s'ils entreprennent. C'est quoi? Oui, ils l'ont fait. Ils ont fait quoi? Ils ont entrepris? Ils ont écrit un livre? Ils ont écrit un livre pour la grande journée des petits entrepreneurs. OK, ouais, c'est ça. Qui expliquait leur première journée, la première édition de l'an passé, comment ça s'était passé, pour inciter les gens à participer, mais tu sais, voir le résultat. Fait que ça a été comme une occasion aussi. Ils ont quel âge, tes enfants? 9 et 8 ans. OK. Et est-ce que il y a une influence un peu justement de... Tu parles un peu entrepreneuriat avec tes enfants de 9... Pas du tout. Non, pas du tout? Pas du tout. À part pour cette occasion-là, la grande journée des petits entrepreneurs, donc je leur montre à faire de la business. Ouais, c'est ça. Écoute, ils ont fait des ventes. Ah ouais? Cette année, là, tu sais, pour l'équivalent de 5 heures de temps, là, ils ont fait pour $700 de vente. 8 et 9 ans. Qu'est-ce qu'ils se sont dit quand ils ont eu ce résultat-là? L'an passé, ils avaient fait comme 550, ce qui est déjà exceptionnel. Habituellement, les gens vendent des affaires à 2 piastres, 1 piastre, 50 cents, puis tout. Et tu sais, moi, j'ai montré à mes enfants à faire des packages. Donc, tu réponds un peu à la question. Un peu. Pas du tout. Je leur ai juste appris à faire un business plan, des packages, et ils ont fait $700 en 5 heures. Mais regarde, ils ont 8-9 en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est le restant de l'année, là, je leur enseigne pas l'entrepreneuriat. Mais durant cette période-là, puis mon garçon, il a compris, tu sais, les gens, quand ils sortent un 20 $, il faut qu'ils le gardent. Faut pas qu'ils redonnent de monnaie. Fait qu'on a packagé certaines choses. Fait que, tu sais, un livre, c'est 10 piastres, qui est 3 savons artisanales.
c'était 10 aussi. Fait qu'il faisait des packages à 20$. Mais si tu prenais juste un savon, c'est 5$. Fait que là, il dit, quelqu'un, je vais prendre un savon, c'est 5$, mais si vous en prenez 3, c'est 10. Ah, OK, ben, je vais en prendre 3. Si vous prenez un livre avec, il y a ça, puis on vous donne aussi un bracelet en élastique. Fait que, Wow, un bracelet en élastique. alors, exactement. Alors là, par Non, contre, non, j'ai peut-être un autre 20$ qui traîne. C'est génial. Mais c'est arrivé de même. Fait qu'ils ont fait quand même 700$ de Ben vente. ouais, C'est pas 700$ de profit. Ouais. Mais ils ont quand même fait 300$ de profit là-dessus. Puis nous autres, c'est important, puis ça, je l'ai inculqué aussi à mes enfants, de redonner Ouais. aux suivants. Uh-huh. Moi, les redevances de mes livres, je redonne presque tout, OK. si c'est pas tout, à l'Association des clubs entrepreneurs étudiants du Québec. OK. Donc, ça fait quelques années que c'est comme ça, fait que ça leur donne plusieurs milliers de dollars pour leurs opérations, etc. Fait qu'avec mes enfants, j'ai dit, faut donner une cause. Fait qu'ils ont choisi Opération Enfant Soleil parce que ça tombe en même temps que la fin de semaine du Téléthon. Mm-hmm. Fait que l'an passé, ça a été pareil. L'an passé, ils ont remis 223$ à Opération Enfant Soleil. Donc la moitié de ce qu'ils ont gagné. La moitié de ce qu'ils ont gagné. Cette année, ils ont donné, en termes de profit, c'est 150$. Puis ce qu'on avait dit à nos enfants, puis ce que j'avais affiché aussi, c'est qu'on doublait le montant. OK. Fait que moi et ma conjointe, on remettait... Tu donnais en la même plus. Fait que chose. finalement, c'est comme si, au nom de mes enfants, ils ont donné 300$ à Opération Enfant Soleil. C'est quoi que tu essayes de leur inculquer dans cette espèce de mentalité d'être finalement, c'est quoi? C'est d'être un flux, c'est-à-dire que l'univers te donne et toi, tu bloques pas ce qu'il te donne, t'es juste un flux puis tu prends au passage Mais pour faire circuler. il faut redonner au suivant, que ce soit du temps, de l'argent. L'argent, c'est facile. Okay? Redonner du temps. C'est pour ça que je suis impliqué aussi dans le mentorat d'affaires. OK, bah j'avais oublié de te poser la question, qu'est-ce que tu gagnes à faire ça? Et en fait, c'est le principe de donner, C'est justement. le principe de donner. Mhm. Parce que, tu sais, accumuler plein de choses, Ouais. c'est facile. Entre parenthèses. Ouais, OK? ouais. Quand tu sais comment faire, etc., tu sais comment faire de l'argent, puis Ouais. faire travailler ton argent, bon, t'en accumules. Mais ça, c'est la portion facile. Ce qui est plus difficile, c'est de pouvoir te départir de des choses que tu as gagnées à la sueur de ton front. Ouais. Puis après ça, de donner du temps, c'est encore plus difficile. Parce que ce temps-là... C'est plus précieux que l'argent pour Ben ceux qui ont oui, de l'argent. le temps, c'est une question de priorité. C'est pas une ressource. Parce que le temps, tu peux pas le récupérer une fois que tu l'as donné. Ouais. Une fois que tu l'as dépensé, tu l'as plus. C'est fini. Ben oui. Donc, de donner du temps, selon moi, c'est une des plus grandes choses. Après ça, de donner de l'argent, c'en est une autre. Moi, j'ai toujours dit que, ça va arriver un jour, que je voulais faire un chèque, un gros chèque, OK? Puis dire vraiment 1 million de dollars, je le prends, je le donne à une association OK. X pour les aider, pour les supporter. Puis, pas quand je vais avoir 100 millions dans mon compte. Quand ça va être un montant pas trop élevé, je veux dire, de même pour dire, OK, mais ce million, là, je parle pas des valeurs, etc., mais le million cash qui est dans le compte de banque, je le donne, je passe à autre chose. Je sais que j'ai la capacité d'en générer de l'argent. Fait que je le donne, je passe à autre chose. Bon, il reste certaines choses à régler avec ma conjointe. Là. Ouais, c'est ça. Ça va venir un jour. Je vais Mais le prendre sur le compte joint. En fait. Je préfère te le dire. S'il y a un trou, c'est Bibi. s'il manque 1 million, ben, ça se peut que... S'il manque 1 million. Si un jour tu as cette conversation, c'est bien, c'est déjà. Mais oui, je comprends l'intérêt. Donc il faut vraiment. Ça, Non, c'est selon ça. toi, c'est une des valeurs entrepreneuriales. C'est vraiment de faire circuler, de donner. De pas hésiter nécessairement des fois à accepter un client même qui a pas forcément les moyens puis de faire un geste. C'est aussi une manière de donner quelque tout à part. fait. Je veux dire, moi là, je travaille avec, j'ai accepté, j'ai pitché 2-3 contrats où je l'ai dit au client. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le prix que j'aurais dû facturer, enfin charger. Et en fait, après, j'ai dit voilà, vous, je vous le fais à ce prix-là. Puis, je lui ai expliqué, attention, je suis pas en train de vous faire un rabais commercial où en fait le prix, je lui ai dit, voici pourquoi je vous fais ce prix-là. Et je lui ai donné les raisons et je lui ai aussi expliqué mon intérêt. Enfin, je suis très transparent et c'est une manière de donner quelque part. Donc, je dis ça pour les gens qui nous écoutent. Moi, par exemple, combien de fois j'ai fait des sites internet gratuitement pour des associations de protection des animaux ou peu importe tel OBNL. Si on va sur le site de My Little Big Web, dans la section clients, il y a tous les clients avec lesquels on travaille et on peut filtrer par industrie. Il y a évidemment un filtre OBNL. On en a plus d'une 50aine. Je dis pas que on offre un site internet à toutes ces entreprises-là, mais par contre, notre tarif horaire est 30% inférieur pour toutes les OBNL. Et on leur donne plus. Par exemple,
tu as le droit à une formation d'1 heure, bah, toi, tu as le droit à une formation de 2 heures. Tu as payé pour 25 heures, puis on sait très bien que tu en as besoin de 30. Allez, c'est bon, je te le droit. Donc, en fait, en bout de ligne, et ça, je veux juste expliquer que c'est aussi une manière, finalement, de donner. C'est une manière de donner différemment, mais c'est une manière de donner, tu sais. Mais fondamentalement, moi, je pense qu'on se doit d'être généreux, puis quand on a atteint un certain succès, on se doit de l'être encore plus. Selon moi, c'est une question de responsabilité sociale. Ouais, je comprends. Mais, tu sais, après ça, ça appartient aux gens. Bien sûr. Moi, je le pense comme ça. Fait que, tu sais, ça, c'est une chose. Ça fait partie du pourquoi aussi que toutes les semaines, tu as bénéficié de ça. Je donne un livre, un de mes livres. Toutes les semaines. Exactement. Toutes les semaines, je donne un de mes livres. Puis, ma façon de faire, là, je vais sur LinkedIn, là, puis je scroll. OK. Mon fil d'actualité. OK. Puis quand je vois quelqu'un qui partage une bonne nouvelle ou qu'il y a eu un défi dernièrement, ou tu sais, je vois qu'il y a un sentiment de fierté, ou qu'il commente, ou qu'il a liké une de mes affaires, puis je trouve le commentaire intéressant, mais là, à un moment donné, quand ça me tente, je dis « OK, telle personne ». Et j'en ai fait partie, merci. T'en as fait partie. Merci. Mais je le fais à toutes les semaines depuis, écoute, plusieurs années, là. Puis les gens, souvent, sont comme surpris. Il y en a qui pensent que c'est une arnaque, là. Quasiment. Je dis « Non, c'est pas une arnaque, là. Je t'offre un de mes livres. Prends-les, si t'aimes ça, puis tu veux lire. » Moi, j'ai embarqué tout de suite, je t'ai répondu tout de suite. J'étais hyper content. Je savais juste pas lequel choisir. Non, parce mais que j'ai ça vu fait tous partie, les. c'est ça. Ouais, Comme cette semaine, je l'ai remis à quelqu'un qui était fier sur LinkedIn, qui partageait de quoi, puis j'ai dit parfait. Puis quand j'ai écrit pour le dire, il dit « Ah, mon Dieu, c'est vraiment, c'est une chance. » Mais il dit là, le problème, c'est que je sais pas lequel choisir. Ouais. Il dit « J'ai vraiment accès à n'importe lequel de ces livres-là. » Ce livre-là, je dis « Oui, c'est ce que je t'ai dit. » Fait que, puis là, après ça, tu sais, moi, je demande absolument rien en retour. C'est vraiment, j'avais participé à une conférence, je pense en 2011, là, sur les tendances, les idées d'affaires qui se faisaient un peu partout dans le monde, mais pas nécessairement encore au Québec. Puis, à ce moment-là, il y avait une tendance mondiale qui s'appelait le Random Act of Kindness. Donc, un acte de générosité spontanée. Mm-hmm. Puis, j'avais trouvé ça super bon. Fait que, tu sais, je me suis comme inspiré de ça pour dire, je le fais. Mm-hmm. Puis, tu sais, le livre, ben c'est ça, il me coûte de quoi, puis l'enveloppe, puis il faut que j'aille le porter au bureau de poste. Tu sais, il y a quand même une implication aussi qui vient avec, mais l'idée, c'est zéro retour. C'est un acte de générosité, puis choisis dans le buffet chinois que je te propose de livre, prends-en un là-dedans, puis après ça, lis-le pas, ça t'appartient. Alors, ça t'appartient. Puis, tu sais, tu parlais tantôt les livres, le pourquoi. Oui. C'est quand la dernière fois tu as jeté un livre que tu as aimé? Oh, ben non, mais jamais. Non, mais exactement. Tandis que, exemple, sur une même chaîne... les livres que j'aime pas, hein. Je les mets dans ma bibliothèque, je me dis, il y a des livres qui sont difficiles à lire. Oui. Et tu sais, le pouvoir du moment présent, il est dur d'être dans le moment présent, si tu veux. Et c'est un livre que j'ai acheté il y a 10 ans, et au début, je dis, non, je l'aime pas. Je me suis expatrié, je l'ai amené avec moi. Donc non, en réalité, pour que je jette un livre. Mais c'est pour ça. Compliqué. Fait que moi, un livre, ça devient aussi en même temps une espèce de carte d'affaires sur stéroïdes, parce que ça reste. Les gens les conservent, les gardent. Ouais. Fait qu'après ça, là, tu sais, c'est comme si je suis régulièrement dans la phase de plusieurs personnes. Bah, je suis même régulièrement dans la chambre de coucher de mes clients et mes clientes, jusqu'à un certain point. Elle était dans la chambre à coucher de ma femme, d'ailleurs. Mais oui. Et voilà. Elle fait que j'ai une chance de pouvoir vivre ce genre d'expérience-là. À distance, bien sûr. Non, mais je suis d'accord. C'est clair que, moi, en tout cas, je veux juste revenir sur le principe de donner. Même les gens, selon moi, on dit souvent, même si tu donnes pour une mauvaise raison, l'important c'est de donner. C'est mieux que de ne pas donner pour une bonne raison. Et dans le fond, ce que je veux dire, c'est que même les purs égoïstes qui donnent parce qu'ils ont compris le principe de la loi de l'attraction, des lois de l'univers, en réalité, si on prend ton exemple tout bête, tu m'envoies un message sur LinkedIn en me disant, voilà, prends un livre, je te réponds. Je suis hyper content, je lis le livre, je le trouve très intéressant. Ma conjointe lit le livre. En plus, c'était en plein dans la période où on venait de recevoir une offre d'achat. Et ton livre, je l'ai choisi avant qu'on ait une offre d'achat. Tu vois le truc? Je lis le livre, je me dis, je suis pas sûr que je vais vendre en fait, parce que franchement, t'as des trucs, tu te dis, ah ouais, elle me dit pareil. Donc finalement, c'est peut-être pas arrivé pour elle. Mais peu importe. Ensuite, qu'est-ce que je me suis dit, c'est, attends, mais lui, ça doit être hyper intéressant de l'interviewer, en fait, dans le cadre du podcast. Et puis, attends, mais moi, ces autres livres, je vais les acheter. Donc, tu vois, t'as pas fait ça pour ça. Tu savais pas que j'avais un podcast. Tu savais encore moins que j'allais acheter tes autres livres. Et sauf que,
au final, tu m'en as envoyé un, sauf que moi, je vais en acheter 5. Je t'invite sur mon podcast. Tu parlais de la loi de l'attraction, mais tu sais, ça crée, moi, j'appelle ça du mouvement. C'est ça. Puis notre job comme entrepreneur, c'est de créer du mouvement et d'entraîner ce mouvement-là. Fait que tu sais, être entrepreneur, c'est être un agriculteur aussi, des fois un chasseur, mais souvent un agriculteur où est-ce que tu sèmes sans, des fois, rien attendre en retour. Il y a des pousses qui vont germer, il y en a qui germeront pas, mais t'entretiens quand même au global, puis tu continues d'être proactif dans ta démarche, puis tôt ou tard, il va y avoir des opportunités. J'ai encore des opportunités qui sont générées à cause de mon premier livre que j'ai fait. Ça ne me surprend pas. Hein? Puis là, on parle, ça c'est en 2015, 2016. Puis là, on est 8 ans plus tard. Presque. Fait que l'idée en arrière de ça, c'est que on sait jamais. Puis tu sais, tu as une démarche où tu rencontres quelqu'un, tu laisses une bonne impression, ça se peut qu'il te rappelle 5 ans plus tard. Ben, ça m'est arrivé hier. Ou qui parle de toi à une autre personne, puis que 5-6 ans plus tard, ah oui, j'ai parlé avec Max, peut-être. Fait qu'on n'a aucune idée, mais il faut continuer d'entretenir constamment ça, puis d'être généreux. Être généreux, ben, c'est une façon aussi de continuer de créer du mouvement. Ben, clairement, enfin, je veux dire, moi, il y a des personnes que je rencontre qui sont vraiment dans l'instantané, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux m'apporter maintenant? Et tu vois, pareil, hier, j'avais un rendez-vous avec une personne que mon voisin m'a référé, parce qu'en fait, il s'avère que mon voisin et moi, on se ressemble énormément. Donc, pareil, hasard ou pas, je ne sais pas, on a le même âge, il a une agence web. Bref, on est pareil. Juste notre couleur de peau et il a des cheveux. Voilà, c'est tout. Sinon, on est pareil. Et du coup, on parle beaucoup lui et moi, forcément, parce qu'on se croise souvent. Et ce gars-là, en fait, il est tout le temps dans les opportunités. Je dis, mais tu fais comment? Il dit, ben déjà, je suis hyper ouvert et il donne beaucoup. Il donne. Donc forcément, il dégage quelque chose, si tu veux. Et vu que il dégage cette sympathie, pas d'attente, etc., c'est mathématiquement impossible que ça lui revienne pas à un moment. C'est impossible. Et tu vois, là, donc, il me dit, voilà, parle avec mon directeur des opérations. Alors, il s'avère, parce que voilà, il y a peut-être quelque chose à faire. Il s'avère que son directeur des opérations, en fait, me connaissait déjà, avait déjà prévu de me contacter. Il a appris qu'on était voisins. Enfin, bref, le truc. Et on se parle. Là, je constate que nos deux business ont rien à voir. C'est-à-dire que notre cible n'a rien à voir, nos prix, enfin, rien à voir. Et je me dis, c'est frustrant, parce que il a l'air, j'aime bien ce gars. Puis Manu, mon voisin, il est crédible pour moi. Et donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé qu'on allait prendre rendez-vous mardi je vais venir dans ses bureaux. Puis on va peut-être prendre 2-3 heures ensemble pour évaluer un peu ses problématiques business. Peut-être que moi, je vais en tirer quelque chose parce que je vais voir un truc qu'il fait et puis que ça va me rapporter des millions parce que appliqué à mon entreprise, je vais juste prendre cette graine. Mais je lui ai dit, voilà, moi je viens sans attente. Je viens pour faire une session de travail. C'est intéressant. Puis peut-être que je vais découvrir un truc qui va me servir. Ce gars-là, encore une fois, je le connais pas. Je vais parler 30 minutes. Mais je suis tellement aujourd'hui convaincu que si tu saisis les opportunités, parce que des opportunités, il y en a partout. Il y en a tout le temps. Tu vois, Manu qui me parle de son gars, je pourrais très bien dire, ouais, mais non, écoute, c'est pas le même modèle d'affaires. Puis en ce moment, j'ai pas le temps. Puis blablabla. Non, j'y vais. Et il y a énormément de portes qui s'ouvrent parce que finalement, c'est de l'humain, tout ça. Je veux dire, qu'est-ce qui fait que tu es content d'aller au travail? C'est aussi les gens avec qui tu travailles, tes clients, tes partenaires, tes employés. Et donc, si on n'est pas auto-centré, mais qu'on est au contraire, selon moi, ouvert, je pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités. Et en plus, dans tous les cas, tu vas potentiellement garder ta business plus longtemps parce que tu vas être content de l'avoir. Parce que les gens que tu mentionnes quand tu dis, ouais, ils sont plus capables, il y a une espèce de débordement. Pour qu'il y ait débordement, ça veut dire qu'il y a remplissage. C'est-à-dire que tu laisses le truc se remplir. Tu t'en rends compte ou pas, mais n'empêche que ça déborde pas tout seul. C'est ça, il y a une question aussi d'attitude là-dedans. Voilà, c'est ça. Puis quand tu as l'attitude et la certitude qu'à chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne, tu vas en retirer quelque chose. Pas de façon égoïste, juste dans l'échange, tu vas donner, mais tu vas recevoir. Tu sais, des fois, ça va être un commentaire, ça va être un exemple, ça va être un partage d'expérience. Puis, l'hamster va tourner. Puis là, tu laisses mijoter toute cette discussion-là. Puis c'est sûr, il y a une pépite d'or, mais c'est une question d'attitude. Ouais, c'est ça. Si tu as une attitude négative, puis tu vois pas ces éléments-là, ben tu iras jamais chercher quelque chose. Fait que quand tu as l'intime conviction que tu vas chercher quelque chose de chacun des échanges, de chacun des expériences, mais des discussions que tu peux avoir avec quelqu'un, ben là, tu vas découvrir la petite affaire qui peut changer ton business model, qui peut changer ta façon de voir ton service à la clientèle, qui peut t'amener à réfléchir puis à créer un nouveau produit, un nouveau service.
Mais c'est pas en étant tout seul, dans son sous-sol, à attendre les opportunités qu'on peut faire ça. Faut aller au-delà. Ouais. Faut aller au-devant des gens puis de provoquer ces opportunités-là, mais de provoquer des bonnes opportunités aussi. Mais moi, un des conseils puis je pense que ça marquera bientôt la fin de ce podcast, c'est un des conseils que je donne aux gens pour performer en affaires, c'est d'être fiable. Et alors là, tout le monde se dit, ah bah oui, c'est une évidence. Non, mais attends. Moi, je considère que 80% des gens manquent de fiabilité. Alors, ça veut pas dire qu'ils manquent de fiabilité tout le temps, mais par exemple, tout bêtement, là, je suis en train de me magasiner une compagnie pour installer une espèce de toile rigide pour ma piscine, parce que j'ai une piscine creusée et que mes fils, leur truc, c'est d'aller toile solaire ou pas, on y va. Il y a pas de problème. Donc, c'est super dangereux. Il y a même le chien qui a fini dessous que j'ai rattrapé. Donc, bref, je me magasine ça. Bon, il y a tous les prix, il y a toutes les offres, il y a tous les trucs. Quand vous prenez le temps de magasiner un fournisseur et que vous avez sélectionné votre fournisseur, répondez aux autres. Faites-leur un suivi, même si vous les prenez pas. Soyez fiable parce que votre plan B peut devenir votre plan A si vous vous êtes trompé. Et ça, c'est vraiment une chose que je dis, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises sérieuses, elles ont un CRM, donc un outil dans lequel elles inscrivent les informations clients. Hier, je parlais avec une dame qui m'envoie un message sur LinkedIn qui me dit « Salut Max, je sais pas si tu te souviens de moi, on s'était parlé il y a 2 ans. Finalement, t'avais envoyé chier mon patron donc parce qu'il avait une mauvaise attitude. En fait, j'ai appris, là il est décédé aujourd'hui, en fait, il avait un cancer, il était pas bien, bref. Donc moi je savais pas, je l'ai envoyé chier parce que je savais que ça allait pas bien se passer. Mais j'avais beaucoup aimé ta transparence et blablabla, blablabla. Est-ce qu'on peut se parler parce que le projet a pas avancé en passant depuis 2 ans, puis là j'aimerais bien qu'on se parle. Donc moi j'étais là, ok, je suis allé dans mon CRM et j'ai eu toutes les notes, toutes mes impressions de la personne. Donc j'ai répondu à son message, on a discuté et je lui ai accordé du temps. Donc ce que je veux dire c'est que quand je dis qu'il faut être fiable, c'est qu'aujourd'hui tout le monde se connaît, tout le monde va avoir une trace de différents échanges qu'on a pu avoir et tôt ou tard, les gens, tu peux les recroiser. Cette personne-là, tu peux la recroiser dans une autre job, puis cette fois-ci, elle est stratégique pour toi, cette personne-là. Donc vraiment, soyez fiable avec tout le monde. Pour moi, c'est une des clés du succès. Tu parles de fiabilité, moi je parle de professionnalisme. C'est la même chose, là, mais oui. On vit actuellement une crise de professionnalisme. Ouais. Ben, on le sent en tant que client. Mais, dans tous les domaines, toutes les sphères d'activité, puis encore plus en affaires. Tu sais, retourner un appel. Ouais, par exemple. Retourner un courriel. Juste dire, oui, j'ai bien pris connaissance de ton courriel, j'ai pas le temps, c'est pas un bon timing, je te reviens. Ouais. Ou et revenir. Reviens-moi plus tard. Tu sais, puis de colliger cette information-là. Tu sais, la fiabilité, c'est ça. Ben, bien sûr. Être professionnel. C'est clair. Fait que ça, présentement, c'est une grosse lacune. Fait que pour réussir en business, soyez professionnel. Compris? Merci de nous suivre. On s'abonne, on like, on commente. Bordel. Non, mais c'est ça. Et tu vois, tout à l'heure, quand on s'est vu, pour moi, c'est tellement ancré que tu m'as, donc, je vois le message, tu me dis, ah, salut Max, au fait, l'interview, elle est confirmée. Je dis, ah ouais, mince, je lui ai pas confirmé parce qu'en fait, c'est tellement logique. Puis je te l'ai dit en t'accueillant, je t'ai dit, en passant, moi, j'annule jamais mes rendez-vous et tu m'as dit, ouais, mais j'ai eu des surprises. Et t'as complètement raison. Hier, j'ai mon beau-frère qui travaille chez My Little Big Web qui me dit, je dis, ah, ça va, du coup, tes visites d'appartement, parce qu'il cherche, il dit, bah ouais, sur les 2, il y en a 2 qui m'ont planté. Donc, ils sont pas venus, j'ai dû les appeler. Et lui, il avait pris sa demi-journée. Mais tu dis, mais non, ça n'a pas d'allure, mais c'est parce que, tu sais, on parle beaucoup de ghosting, là. Voilà, c'est ça. J'avais écrit là-dessus il y a comme 3-4 ans, là, sur le ghosting, parce que, tu sais, je le voyais devenir un fléau. Puis, présentement, même si tu as confirmé, même si tu as des rendez-vous, etc., c'est dans les agendas des gens, ils sont pas là. Ouais, mais c'est un manque de fiabilité, de professionnalisme. Non, moi, je dis fiabilité, toi, tu dis professionnalisme. Mais après ça, t'as pas le goût de travailler avec des gens. Mais moi, je le note dans le CRM. Oui, non, mais clairement. Et t'es arrivé en retard, c'est pas excusé. T'as pris $1000 déjà sur ta soumission. Mais moi, je l'assume, je le dis, t'as pris $1000. Rien à foutre. Parce que je me dis que tu vas, par exemple, chez My Little Big Web, il y a, donc là aussi, je le dis pas publiquement, j'en profite parce qu'on n'est pas filmé, mais il y a un coût social. C'est-à-dire qu'il y a des gens, j'ai dit que tous les clients payaient pas la même chose, parce qu'il y en a, je sens qu'il va y avoir un coût social à travailler avec eux parce qu'ils sont un peu nerveux, ils mettent la pression, il faut tout faire pour hier. Et je l'explique aux gens, je dis, elle, en passant, elle est à 10 000, alors qu'habituellement, on le vend, je sais pas, 8 000. Donc, elle a pris 2 000 dans les dents
parce que je vous le dis, elle va être un peu comme ci, elle va être un peu comme ça, etc. Et donc, ce que j'explique, c'est que le manque de fiabilité, de professionnalisme vous coûtera des opportunités, vous coûtera de l'argent, vous coûtera. Quelqu'un qui est bon, il choisit ses clients. Mais moi, ce que tu fais là, en upgradant un peu des fois les tarifications, moi aussi je le fais. Ben, je pense qu'on n'est pas les seuls. Hein. Je l'ai fait. J'ai été propriétaire d'une entreprise de transport, tu sais, les gros camions. Là. J'en ai jamais conduit, mais j'ai été propriétaire. Puis là-dedans, j'avais instauré une taxe, justement un peu comme ça, un upgrade de taxe sociale. Ouais, mais moi je l'appelais la taxe Martine. Désolé pour les Martines. Mais c'était à cause d'une Martine qui travaillait à quelque part. Puis elle, à chaque fois, à la dernière minute, elle callait off nos transports, elle négociait pour 25$, etc. Ben voilà. J'ai dit, taxe Martine, à chaque fois que Martine appelle, nous autres, c'est des transports de 400-500$ de Québec à Montréal, en même temps, pour cette cliente-là. Puis, chaque fois que Martine appelle, taxe Martine, c'est 150$ de plus que le tarif régulier. C'est clair. C'est fini. Mais bien sûr. Puis là, mais vous êtes plus cher. Je dis oui. Ouais. On est 8% plus cher que la compétition. As-tu déjà eu des problèmes de fiabilité avec nous? As-tu déjà eu des remboursements avec nous parce que ton stock était brisé? Toutes les autres, t'en as. Nous autres, t'en as pas. C'est difficile. Moi, souvent, quand, par exemple, on me dit, voilà, ça coûte combien un forfait de référencement naturel? C'est hyper dur à répondre, mais je comprends la question. Donc, je dis, nous, ça démarre à 1500$ par mois. Ah, c'est cher. Ah, je savais pas. Vous êtes expert en référencement naturel? Non. Comment vous pouvez savoir si c'est cher ou pas? Parce que j'ai appelé d'autres compétiteurs, puis ils m'ont dit que, oui, mais est-ce que vous avez réellement comparé des pommes avec des pommes? Parce que quand tu vas chez Porsche, est-ce que tu leur dis que leurs voitures sont chères? Non, mais c'est parce qu'avant, j'étais chez Mazda et, non, mais d'accord, mais tu vas pas faire ça. C'est une question de point de référence. C'est ça. Là-dedans. Puis, tu sais, moi, quelqu'un qui me dit, comment ça coûterait une réflexion stratégique? Ça dépend de toi, ça dépend de business, ça dépend de tes défis, tes enjeux. On va prendre le temps d'en jaser. Si tu me demandes juste un prix, là, maintenant, c'est facile. C'est entre 0 et 1 million. Voilà. Comme ça, tu peux pas être déçu, ça va être là-dedans. Je vais prendre $5. Non, c'est ça. Ton temps est écoulé. Ça y est, je t'envoie la facture. Non, mais c'est toujours un petit peu, d'ailleurs, ça aussi, je pense que ça ferait partie des conseils, c'est, faut vraiment définir si t'as les moyens d'acheter du cheap. Moi, j'ai pas les moyens d'acheter de la merde parce que tu parlais du comptable. Premier comptable qu'on a eu, il était à 25$ de l'heure, puis on était là. Il m'a fait perdre des milliers de dollars parce qu'il faisait n'importe quoi. Moi, j'appelle ça acheter en pauvre. C'est un peu ça. Et en fait, je pense qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de succès financier, parce que justement, ils prennent toujours le cheap. Et donc, au bout d'un moment, tu es une entreprise cheap, tu es une personne cheap. Je dis pas qu'il faut payer forcément le plus cher, mais quand j'ai monté, on a My Little Big Web, puis on a évidemment, quand on a commencé à gagner de l'argent, on a tout de suite créé des fiducies, une incorporation pour se protéger, etc. Et je suis allé, j'ai dû payer $20,000 mes fiducies familiales et compagnie dans un cabinet ultra prestigieux. Et je me disais, est-ce que j'en fais pas un peu trop? Non, et aujourd'hui, je regrette pas. Mais à l'époque, ce $20,000, c'était énorme, tu vois. C'est vraiment, pour moi, c'était OK. Et moi, ça fait la différence entre avoir une mentalité de pauvre, puis c'est pas juste une question d'argent. Une mentalité de pauvre, c'est vouloir tout négocier le plus bas possible. Oui, il y a des riches qui ont des mentalités de pauvre. Exactement. Puis une mentalité d'abondance, c'est de savoir que si je paye quelque chose, j'ai de la valeur pour. Puis de découvrir. Maintenant, on choisit les bonnes personnes ou les entreprises avec qui on travaille, c'est ça. Mais la mentalité d'abondance, c'est je vais découvrir la pépite d'or, je vais aller chercher une valeur ajoutée. Moi, mon premier livre, il se vendait 35$. OK? Puis il y a des gens qui n'osaient pas l'acheter parce que c'est 35$. Si la culture coûte cher, c'est l'ignorance. Mais parce que les livres, habituellement, c'est entre 20 et 30$. OK? Ouais, ça dépend. Tu prends le dernier de Ray Dalio, qui peut être, en français, qui peut être à $70. Tout à fait. T'as tout, mais quoi. Dans les livres d'affaires, c'est souvent ça pour des livres souples, couverture souple. Ouais, OK. Fait il y en a qui essaient de me négocier à 35$. Je dis, vous ne méritez pas le livre. Vous ne méritez pas le livre, je veux pas vous en vendre un. C'est fou. C'est insultant, moi, je trouve que c'est très insultant de négocier le tarif de quelqu'un. Tout à fait. Pour moi, ça, c'est une chose à ne pas faire. Surtout dans le domaine du service. Va pas négocier la valeur de l'individu, parce que c'est ça que tu fais. Tu vaux pas tel montant. Non, ça, c'est ton prix psychologique, puis c'est correct, mais tu peux pas me dire que je ne le vaux pas. Moi, je trouve, et du coup, depuis que je suis entrepreneur, je suis un bien meilleur client. C'est-à-dire que je négocie plus vraiment, et si je dois négocier, c'est pas le prix.
Et je vais négocier par le questionnement, je vais essayer de comprendre, etc. Et c'est vrai que une des choses que je voudrais mentionner, c'est quelqu'un pourrait éventuellement qui nous écoute se dire ouais mais c'est facile, je suis sûr que les deux ils sont millionnaires, donc du coup ils ont une mentalité. Non mais en fait on a une mentalité de millionnaire sans l'être, c'est-à-dire que tu veux devenir millionnaire, est la mentalité du millionnaire. Moi personnellement j'ai toujours eu cette mentalité d'abondance, même quand j'avais absolument rien. Je suis arrivé au Québec le 14 avril 2013, on avait peut-être $3 000 sur le compte parce que c'est ce que le gouvernement nous demandait d'avoir pour passer la frontière. Pas de réseau, pas d'appartement, pas de job. Puis aujourd'hui, effectivement, on a pu s'acheter un immeuble et on a 35 employés. Mais on avait déjà cette mentalité. Il est évident qu'on n'a pas attendu d'avoir tout ça pour développer cette mentalité. C'est logique. Non. Donc c'est ça que je voudrais expliquer aux gens qui nous écoutent, parce que ça peut paraître un peu, on peut se dire ouais, c'est facile d'être dans le positif, eux ils ont de l'argent, ils sont successful, moi aussi si j'avais tout ça. Non, déjà t'auras jamais tout ça si tu penses comme ça. Puis deux, quand bien même ça t'arrive tout cuit dans le bec, tu ne le garderas pas. Si t'as pas cette mentalité, cette rigueur, cette structure, cette fiabilité, ce professionnalisme, bref tous ces ingrédients qui font ce succès, ça va être c'est impossible, selon moi, soit d'être successful ou de le rester. Parce qu'on parle souvent de ce qu'on obtient, mais il faut pas oublier la manière dont on l'obtient. Moi, quand je vois, par exemple, des fois, tu vois des gens, je sais pas, par exemple, grosse belle voiture, belle femme, belle, ce que tu veux. Ah, je sais pas pourquoi il a pas l'air heureux, lui. Je sais pas pourquoi j'aimerais pas avoir sa vie. Eh ben, c'est peut-être parce que alors, peut-être qu'il a juste eu une mauvaise journée, voilà, mais peut-être que la manière dont il l'a gagné. Si le gars, il a empilé les cadavres pour monter, garde, tu traînes ça avec toi aussi. Si tu fais du sale, ça va revenir. Ben c'est ça. Si tu arnaques les gens, tu mens, tu trahis, je sais pas moi, tu fais un sacrifice, tu vois pas tes enfants, tu négliges tes relations, je suis pas sûr que ça vaille la peine. L'argent, là, c'est le résultat des bonnes affaires. Fait que si tu fais de la business de la bonne façon, de façon éthique, que tu chies pas sur la tête du monde, hein, je veux dire de même, mais tu rajoutes de la valeur aux gens, tu donnes de la valeur, les gens perçoivent cette valeur-là, ils sont prêts à payer pour. Ben, il y a ça, puis moi personnellement, quand je vois différents types de clients, alors il y en a qui sont multimillionnaires, il y en a d'autres pas forcément, mais en réalité, il n'y a pas plus de gens heureux parmi les millionnaires que les pauvres en passant. Et là d'ailleurs, je suis même en train de finir un livre très court là qui s'appelle Le sens de la vie, où bref, c'est un psychologue qui était dans les camps de concentration à Auschwitz et qui est en train d'expliquer en fait que même dans des situations extrêmes où certains donc se suicidaient entre guillemets parce qu'ils voyaient ils avaient plus de sens dans leur vie, tu pouvais trouver un sens à ta vie. Et mon point en fait, c'est de dire que si tu fais de ton mieux dans la journée, c'est compliqué de dire que tu as passé une mauvaise journée. Si vraiment tu as fait de ton mieux et si chaque jour tu fais de ton mieux, je pense que mathématiquement, tu as quand même de bonnes chances à un moment d'être successful. En tout cas, moi, personnellement, tu traverses des phases en entrepreneuriat. Tu gagnes des clients, tu perds des clients, tu gagnes des bons employés, tu fais des mauvais recrutements, etc. Bref, tu as des phases. Mais il n'empêche que j'ai constaté que quand je fais de mon mieux dans la journée, tu vois, là, on fait un podcast, je suis pas en train de réfléchir à ce que je vais faire après. Je suis focus sur mon podcast. Et ben rien que ça va faire que je vais me dire, c'était une bonne journée. Tu vois, j'ai quand même réussi à faire tel truc. Donc moi, ça c'est un des conseils que je donnerais. Parce que, tu sais, notre cerveau est fait pour de donner plus de poids au négatif. Ouais, c'est vrai. Hein. Naturellement. Ben oui. Si tu te parles pas, mais la petite chose qui s'est passée dans ta journée qui t'a fait chier va prendre le dessus sur 95% de ta journée qui était excellente. Ouais, exactement. Fait qu'il faut être capable de se rattacher à des éléments-là. Bah oui, parce que si tu contrôles pas tes pensées, tu vas avoir du mal à contrôler tes émotions et ton attitude et ta réalité. Et ça, c'est c'est un vrai défi, surtout aujourd'hui avec l'ère des réseaux sociaux où le niveau d'attention des gens est quasiment maintenant équivalent à celui d'une mouette. T'es là avec TikTok, tu scrolles, tu machin. Et si je te demande de scroller et de me dire, t'as retenu quoi là? C'est quoi le dernier truc que tu as regardé? Le dernier, ça va, je suis sympa, je suis pas en train de te demander là, il y a 1 minute. Tu sais pas. Parce qu'en fait, tu es en train de t'envoyer de la merde dans le cerveau et on a beaucoup de mal aujourd'hui à être concentré justement et donc à être focus sur une trajectoire. Donc, je pense que c'est intéressant, tu vois, la tournure qu'a pris cette discussion finalement de 2 heures parce qu'on est parti dans tous les sens, mais je t'avais prévenu. Non, puis ça me convient aussi, je te l'avais dit. Mais je pense quand même qu'on a donné pas mal de conseils, même si finalement on pourrait avoir tendance à se dire qu'il n'y a aucun secret, mais moi je le dis, je le revendique, il n'y a aucun secret les gars.
tout a déjà été dit, lu, répété. Maintenant, c'est, selon moi, en tout cas, voilà, les conseils qu'on a donnés là, je pense que quelqu'un qui les applique dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, je pense pas qu'il peut échouer, quelle que soit sa définition de l'échec d'ailleurs en passant. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir. C'était une bonne discussion. Donc, écoute, je sais pas quand est-ce que le podcast il va sortir là, mais dans les prochaines semaines, je pense. Donc, en tout cas, c'était bien cool de t'avoir. Merci à toi, merci à vous deux.